Hello! Bon, pour les personnes qui sont habituées de regarder mes vidéos, vous pouvez voir que je suis actuellement pas chez moi. Je suis dans le sud. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, c'est pas grave. Deux petites informations avant de te laisser découvrir cette vidéo. En un, je tiens à préciser que le sujet des benzodiazépines est abordé dans cet épisode de podcast et que c'est très important de consulter l'avis d'un professionnel de santé, c'est-à-dire un ou une psychiatre, sur les questions des benzodiazépines et même plus globalement sur la question médicamenteuse. Donc, il s'agit d'un témoignage personnel de Pierre qui partage son expérience avec ça. Mais voilà, si jamais tu as des questions, des choses, etc., consultez un professionnel de santé mentale sur toutes les questions médicamenteuses. Information numéro 2. Je tiens à préciser que la partenaire de vie de Pierre a donné son consentement pour être mentionnée dans cet épisode. Et je pense que c'est très important de le souligner. Que voilà, quand il y a des prénoms ou des choses qui sont dites, que ce soit fait en accord avec les personnes qui sont mentionnées. Voilà, en tout cas, c'est important pour moi. Voilà, et sinon, en dehors de ça, je te laisse me dire en commentaire ce que t'en as pensé de cette vidéo, et je te laisse découvrir ça tout de suite. Gros bisous. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube où tu découvriras les épisodes filmés de mon podcast Itinéraire bis, le podcast qui explore les chemins de vie et leurs déviations. Abonne-toi dès maintenant pour découvrir ces histoires inspirantes. Pour me soutenir, tu peux aussi liker cette vidéo et la partager autour de toi. Je te souhaite une très belle écoute. Coucou à toi. Et bonjour. Et bonjour. Bon, comment tu te sens en ce début de podcast et en ce début d'émission ? J'ai la retombée de la route un petit peu là quand même. Ouais. Mais ça va. Non, en vrai, ça va. C'est cool. Bah, je le sens bien. Je me suis pas spoilé, comme je t'ai dit. J'y vais au feeling, hein, comme d'hab. C'est vraiment en roue arrière. Là, c'est un peu l'idée. Oui, parce que pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, t'as fait 4 heures de route pour venir ouais, hein. Faire cet enregistrement à podcast. Donc, voilà. Comme quoi. Non, mais c'est que je voulais vraiment en parler. En fait, c'est bizarre, mais ça fait plusieurs semaines, mois, que je me dis, il faut que je parle de ce que j'ai vécu pour pouvoir transmettre à l'ancien moi globalement qui était pas bien que ça va aller en fait. T'inquiète pas, ça va le faire. Donc rassure-toi, ça va aller. Et j'avais besoin d'en parler. J'ai besoin d'exprimer tout ça parce qu'une happy end, c'était assez inespéré pour le coup là. Voilà. Trop bien. Bah j'ai trop hâte qu'on en parle. Mais avant ça. Pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent sur Itinéraire bis et surtout qui nous regardent sur YouTube, pensez à vous abonner et à mettre un like et à laisser des commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé de cet échange, parce qu'on a besoin de soutien quand on partage nos vécus et surtout quand on a fait 4 heures de route pour le faire. Ça va. Je sais que c'est une grosse prise, tu vois, pour certaines de s'exprimer, etc. C'est des espaces qui sont encore très rares. Donc, c'est important de les soutenir. Donc, abonnez-vous et mettez un like. Merci. Ceci est pas du tout agressif. Carrément. Bon, du coup, tu te sens bien, donc un peu fatigué, mais ça globalement, ça va. Ouais, ça va. Et c'est vrai qu'on a mis un certain temps avant de se mettre sur cet épisode de podcast, parce que je sais plus si je t'ai répondu tout de suite ou si je t'ai répondu genre 2 ou 3 mois après. J'ai en décembre, vraiment les périodes de fête en fait. Ça a été à ce moment-là. J'avais envoyé un message, ça m'a renvoyé un automatique en me disant que t'étais en vacances, tout ça, et que tu protégeais ta santé mentale. Enfin, c'était trop bien, ça j'ai kiffé. Vraiment, c'est très très bien. Bah ouais, c'est génial. T'as aimé mon email d'absence. Bah ouais, je me disais, c'est très bien. Enfin, quelqu'un qui prend soin de soi, qui fait attention, et puis en plus tu ponctues à chaque fois par c'est pas que pour toi, c'est prenez soin vous aussi de votre santé mentale. Et oui, c'est hyper important parce que ça se dégrade très vite. Et ouais, non, donc ça a été en fin décembre et t'as répondu, je crois, en 14 janvier, un truc comme ça, enfin, dans ces eaux-là. Début janvier. Donc ça va, t'as pas non plus abusé. Ça. Ok, bon, ça va, parce que c'est aussi important que je le précise pour les personnes qui m'écrivent par email. C'est vrai que je mets énormément. Elle protège sa santé mentale. Voilà, c'est ça. C'est ça qui pense. Globalement, c'est un peu ça l'idée. C'est si vrai.
Non. C'est vrai que je mets énormément de temps à répondre déjà parce que j'ai un problème avec l'écriture, que je suis dyslexique, que les emails ça m'angoisse et que ça me stresse. Et c'est vrai que je sais que je mets du temps. Donc merci pour ta patience. Mais globalement, je réponds avec 3 mois de retard, mais je réponds quand même. Bah, t'es dur avec toi parce que non, franchement. Et aujourd'hui, là, on est là. Pas le cas. Hein? C'était pas le cas. Donc franchement, là, t'es dur, c'était pas le cas. Peut-être que je suis le seul, mais là, c'était pas le cas. Donc écoute. J'ai une autre invitée à podcast qui s'appelle Ona. Et Ona, on a mis des mois avant de faire l'épisode de podcast. Elle m'avait contacté je sais pas quand et je lui ai répondu 1000 ans après. 7 ans plus tard. C'est ça. Ouais. Bon, je retire ce que j'ai dit. Ok, d'accord. Mais bon, voilà. C'est aussi la réalité de ce qui se passe quand on est exposé sur les réseaux sociaux et quand on est toute seule à gérer son truc et que en plus de ça, on a des difficultés avec l'écriture. Et puis le côté borderline, c'est pas rien. En vrai, exactement. Ouais. Le moindre truc peut faire un impact en fait. Donc oui, je peux comprendre que c'est pas si simple. Déjà rien qu'en tant qu'artiste du coup sur Instagram, je suis moins suivi, mais déjà rien que ça, le moindre petit commentaire, un petit truc, des fois ça peut impacter. Alors on se rend pas forcément compte sur l'instant, mais il y a un truc sur le long terme qui vient insidieusement refaire un petit truc là et tu tombes dans le piège, quoi. Toujours, il y a des petits pièges partout, et voilà. Donc oui, je connais un petit peu. Moins, mais je connais. Alors du coup, t'as un peu mentionné que t'étais artiste. Oui. Pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, est-ce que tu peux te présenter? Oui. Je suis Notseig. Donc Notseig. C'est un mot qui n'existe pas. Ça, c'est ton nom d'artiste? C'est ça. C'est un mot qui n'existe pas, que j'ai inventé, mais enfin, il m'est venu un peu par hasard, pendant le sommeil. Et, il n'avait aucune définition. Il avait rien sur Google. C'était vraiment page blanche. Ce qui est assez rare. Pour aussi peu de lettres, il est vraiment page blanche. Aujourd'hui, avec ce nom, quand on le tape sur Google, il y a tout ce que j'ai fait, en fait. Et mon père, il m'avait dit à un moment, quand j'avais fait ma première musique qui s'appelait White Hole, il m'avait dit, on n'est pas des très bons rapports, mais il m'avait dit, ouais, c'est toi face au mur blanc de ta vie qu'il faut que tu remplisses aujourd'hui. Merci, c'est un gros poids sur les épaules déjà. Et en fait, aujourd'hui, ce mur blanc, c'est Notseig. Et je l'ai rempli au travers de tout ce que je fais d'artistique, en fait. C'est ça qui s'est passé. Donc on s'est construit ensemble. Et il signifie, ce mot, je lui ai donné un sens, du coup, qui est ma démarche, j'ai l'impression. C'est qu'il n'y a pas de bon... En tout cas, je sais pas si c'est ma démarche, mais c'est ce qui a fait que j'ai commencé à créer, en tout cas. Et ça a été, tu sais comment c'est devenu sérieux d'un coup là. Là c'est devenu très sérieux. Attention là, il y a des choses à dire. Gros sur la patate là, attention hein. Alors du coup c'est vrai que c'est à ce moment-là cette phrase qui m'a fait commencer à créer, même si j'avais essayé avant, mais en tout cas là je le faisais d'une autre manière. J'expliquerai plus tard. Il y a pas de meilleur ou de moins bon que soi parce qu'on est les seuls à savoir faire ce qu'on sait faire. Et ça, c'est la définition que j'ai donnée à ce mot Notseig. Donc maintenant, on existe tous les deux. Voilà, c'est lui et moi, on existe. C'est cool. Voilà. Et plus en détail, est-ce que tu pourrais dire qui tu es ou pas? Okay. Non mais qui es-tu? Alors, je m'appelle Pierre Badi, je suis né à Orly en 1993. C'est tellement vaste comme question. Qui je suis? Je suis un garçon extrêmement sensible et qui était extrêmement triste et qui savait pas pourquoi. Et ça me rendait fou. Je savais, il y avait tout pour que je sois bien. Et mes parents avaient plutôt d'une bonne situation, ça allait, on n'était pas non plus riches à fond, mais ça allait. Non, j'avais absolument tout. Peut-être avec le recul, non, ma mère m'a apporté l'amour justement. Enfin, je comprenais pas ce qui se passait. Pendant 25 ans, j'ai vécu sans comprendre ce qui se passait. Pourquoi j'avais juste envie de me jeter sous un train, en fait, clairement, et que c'était qu'il n'y avait jamais rien qui allait, que je me sentais maudit. Clairement, il y avait quelque chose qui me disait que jusqu'à la fin, j'arriverai jamais à ne serait-ce qu'exister sereinement. Voilà, passer une journée sans me sentir triste ou mal ou honteux ou coupable ou n'importe quoi. Juste ça, ouais. Là, ça c'était et je comprenais pas pourquoi, parce qu'il y avait rien de spécial. Et moi, je suis un matheux à la base quand même. J'aime bien analyser, j'aime bien comprendre, et quand je comprends pas, je deviens fou. C'est aussi bête que ça. Et donc quand j'ai eu tout ce passage dépressif, là, mais on en reviendra plus tard, j'ai pu plus comprendre justement ce qui s'était passé et ça a commencé à aller mieux. Mais qui je suis, je pense, un enfant à la base en quête vraiment d'identité et de se retrouver. J'ai été cassé
enfant, et je passe tout mon temps artistique aujourd'hui à vouloir juste me récupérer, me retrouver. C'est tout. Et c'est pour ça que je fais de l'art, parce que c'est la seule manière que j'ai trouvé, la seule chose en vie aujourd'hui où je me sens bien. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. C'est ce que j'allais dire. C'est tout, c'est déjà... Ouais, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, ouais. Ok. Du coup, sur ton parcours personnel, j'ai cru comprendre qu'il y a une bascule à tes 25 ans. Oui, c'est ça, 25 ans, ouais. Ouais, exactement. C'est le moment où j'ai considéré, où j'ai enfin compris qu'il n'y avait plus aucun espoir. Voilà. C'est là. J'ai eu ce moment aussi. C'est là précisément que, en fait, et on comprend mieux une phrase d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup certaines phrases, pas forcément des citations, mais même des phrases de vie, où d'un seul coup, t'as une espèce d'épiphanie où tu dis, mais en fait, j'avais jamais compris ça comme ça. L'espoir fait vivre. On dit un truc comme ça en rigolant, genre l'espoir fait vivre, t'as qu'à tenter ça, oui, l'espoir fait vivre. Mais en fait non, l'espoir fait vraiment vivre. Donc quand je dis que ça a été le moment où j'ai considéré qu'il y avait plus d'espoir, j'avais plus de raison de vivre. C'est aussi bête que ça. Donc la bascule, elle s'est faite à ce moment-là. C'est genre là, j'ai essayé de me sauver étant enfant au travers de plein de choses, au travers de ma mère la première fois, parce que mon père était assez complexe, c'est vrai. Il avait ses raisons, attention, hein, on y reviendra certainement, mais il avait ses raisons. Mais il était assez dur avec moi. Ma mère, elle, faisait quelque chose qui était pas bon non plus, mais du coup, elle était très protectrice. Et en fait, le souci, c'est que j'ai essayé de me sauver beaucoup au travers d'elle, ce qui voulait dire, enfin, ce qui veut dire quelque part que je n'avais pas la conscience d'être assez fort, en tout cas, pour me sauver par moi-même à cette époque-là. Donc, j'ai essayé au travers d'elle, j'ai aussi essayé après, parce qu'il y a une période où finalement, on doit se détacher de la mère. C'est évident. Donc, j'ai essayé au travers de la musique pendant un temps. Ça a foiré. Après, j'ai essayé au travers des femmes. Et là, ça a foiré, et ça a été le truc où je me suis dit, là, c'est la merde. Là, si même ça marche pas, c'est foutu. Là, je suis comme les lasagnes de tout à l'heure, là, je suis libre total. Oui, parce qu'en off, on a une conversation sur les lasagnes. On a dit, c'est mon plat préféré, toi aussi? Oui, mais moi, c'est les véganes. Ah, d'accord. Végétarienne, ouais. Quand tu dis que t'essayais de te sauver au travers des femmes, t'entends... En fait, c'est que c'était super intéressant. À 21 ans, 21 ou 22, j'étais blindé d'angoisse. Mais vraiment, pendant 3 ans, j'ai vécu ce qui s'appelle les troubles paniques avec agoraphobie. J'étais bien là. Ah là, oui, c'était super. Donc pendant 3 ans, du coup, tu sors plus de chez toi. Et si tu y arrives par miracle, donc c'est avec des anxiolytiques, enfin des choses qui permettent de donner une impression de pouvoir se sauver. On est toujours un peu dans cette idée de se sauver par quelque chose, hein, quelque part. Et j'avais rencontré une femme, je me souviens, où j'avais saboté, je tombais amoureux de cette femme, et j'avais saboté complètement la relation au point où à la toute fin, elle était en stage. On était à Radio France tous les deux, et c'est marrant si elle tombe là-dessus un jour. Oh mon Dieu, je suis en train de me dire, ça craint. On maintient l'anonymat. Voilà. Mais bref, toujours est-il qu'un jour, donc en fait, ça a été extrêmement positif parce que moi, je pensais qu'il y aurait rien et qu'on pouvait pas m'aimer. J'étais pas aimable. Rien que ça, ce terme, il est fou. Tu n'es pas aimable. Ok. À partir de là, je me suis dit, impossible que cette fille m'aime, etc. Et en fait, si, je lui plaisais. Donc, ça a duré très peu de temps, mais assez pour me faire comprendre que je pouvais être aimé. Et donc là, je me suis dit, peut-être que juste ce que je pensais, ça faisait des années que je m'étais dit que je pourrais pas être aimé des femmes, etc. J'avais complètement fait une croix dessus, encore plus avec les angoisses, clairement. On peut même pas bouger de chez soi, donc qu'est-ce que tu veux aller draguer, enfin bref. Je m'étais dit, c'est mort, c'est foutu, machin. Et là, il s'est ouvert une porte où je me suis dit, je suis passé à côté, alors j'étais jeune, je suis passé à côté de cette femme et je veux plus jamais rien regretter avec mes angoisses. J'avais le sentiment d'être passé à côté d'elle à cause de mes angoisses. Donc je me suis acheté cette bague qui me montre chaque jour que je veux plus jamais rien regretter et que du coup, j'ai tenté d'aller auprès d'autres femmes qui me plaisaient, etc. Parfois pas trop, enfin mince. J'étais un chien fou. Voilà, j'avais redécouvert la liberté, j'étais un chien fou et ça a pas duré très longtemps parce que je suis tombé sur ma perfection. La femme qui était ma perfection, globalement, celle qui cochait toutes les cases, mais que j'aimais pas. Et donc, en fait, le problème, c'était pas les femmes en soi, c'était moi, du coup. Et là est arrivé le désespoir, en gros. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que,
Attends, parce que je tique sur ma perfection. C'est-à-dire que t'avais un modèle de femme de ce type de modèle-là de femme, ce serait la perfection pour moi, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu saurais définir c'est quoi la perfection de modèle de femme pour toi? Moi, je me disais, à cette époque-là. c'est fou, mais moi, je me disais vraiment, bah voilà, t'es quelqu'un d'introverti à la base. Enfin, t'as un peu de mal. Enfin, c'est vrai que ça se voit pas comme ça. Alors, j'étais assez introverti, machin. J'avais du mal à aller vers les autres. J'avais du mal à faire. J'étais bardé d'angoisse. Donc, à cette époque, je me disais, il faut une femme qui me sorte en fait de mes sentiers battus, j'imagine, et qui me pousse à aller toujours plus loin, etc. Une femme qui j'aime beaucoup les femmes en général aux cheveux courts, plutôt brunes, enfin machin. Je pensais pas avoir des trucs très stricts comme ça, mais en fait si, bizarrement. Et ce qui est drôle, c'est que j'étais tombé sur cette femme-là en fait. Vraiment, elle cochait toutes les cases. Donc quand tu l'as rencontrée, tu t'es dit cette femme coche toutes mes cases. Ah vraiment, ouais, c'était ça, clairement. Et non. Et t'es pas tombé amoureux? Non. Et en fait, c'est terrible. Et il y a un truc qui est encore pire que ça, et je pense qu'il se rejoint au borderline, au fond. C'est encore plus terrible, c'est que je sortais d'une relation qui était en plus compliquée, je l'appelais le dragon, concrètement. Vraiment, elle était effrayante. Le dragon. Effrayant. J'aime beaucoup les mots que tu mets. Ah la vache. Et du coup, rien que d'en parler, ça me revient. Oh mon Dieu, le dragon. Et non, mais du coup, je sortais de ça, et cette femme-là qui en plus m'aimait énormément, en tout cas elle en avait l'impression, elle m'aimait énormément, et ça pour un borderline c'est compliqué de se sentir aimé à ce point. Enfin en tout cas, attention, pour moi c'était compliqué, parce que peut-être que c'est pas, voilà, mais pour moi c'était compliqué parce que moi qui avais manqué d'amour justement, notamment pendant très longtemps de la gente féminine, etc., d'un seul coup être aimé de quelqu'un, je m'en voulais de ne pas l'aimer en retour en fait. Du coup, je voulais pouvoir maintenir cet état, ce qu'elle m'apportait au fond. Et quand j'ai compris que même, parce que je passais, il y en a eu 3 globalement, mais je suis passé d'une relation à une autre en me disant ok, le dragon c'est pas la bonne clairement, mais là elle coche toutes les cases. Donc si même là ça me rend pas heureux, ça veut dire qu'il y a plus d'espoir en fait d'être heureux. Parce que j'ai cru pendant des années, pendant peut-être 10 ans après l'échec de la musique, globalement, j'ai cru que je me sauverais au travers de ma relation, d'une relation que je construirais avec une femme que j'aime, etc. Et en fait, si même ça marche pas, parce que là, elle coche toutes les cases, en l'occurrence. Mais si là, moi, ça veut dire qu'en fait, c'est pas solvable comme équation. On en revient au truc si même cet élément-là ne peut pas résoudre le problème, il y a plus d'espoir. Et c'est face à ce constat que j'ai commencé mes premières hospitalisations. Voilà. Parce que là, il y avait plus de raison d'exister, en fait. Ouais. Je pense qu'on est très nombreuses à avoir longtemps cherché en 1 la solution miracle et en 2 le sauveur ou la sauveuse qui va tout résoudre et un coup de baguette magique et c'est fini. Donc cette désillusion-là, j'ai l'impression que... moi aussi je suis passée par là, donc je comprends à fond. J'ai une petite question, du coup t'as la perfection, le dragon et la première, est-ce qu'elle avait un nom ou pas du tout? Non, je l'ai jamais caractérisé. Mais c'est marrant parce que le mot qui me viendrait à l'esprit aujourd'hui, c'est juste merci en fait. C'est cool. Okay. C'est juste de pouvoir donner cette possibilité de se voir autrement que ce qu'on croit de soi. Rien que pour ça, merci, c'est cool. C'est vraiment, ça permet ça a lancé quelque chose. Voilà, un truc je suis dans l'erreur, ok. Let's go. Ça, c'est cool. C'est très bien. Ok. Mais en tout cas, j'aime beaucoup que tu fasses ça parce que je fais exactement la même chose. Je donne beaucoup des prénoms à plein de trucs, tu vois. Moi, j'ai la parfaite, la monstrueuse. Je sais que j'en parle beaucoup dans mes podcasts. C'est l'image de moi que je caractérise comme ça. J'ai des doudous un peu dans ma tête. Donc, mon sac à dos s'appelle Elvis. Ah oui, mon sac à dos de voyage et tout. Bon, bref. J'ai l'impression que je donne... Enfin, c'est très imagé. Je donne beaucoup, voilà. Ah ouais. Et du coup, je suis trop contente que tu fasses un peu la même chose. Obligé. Petit, voilà. J'aimerais revenir sur plusieurs choses évidemment, mais déjà, est-ce que tu as réussi à mettre le doigt sur pourquoi selon toi t'étais pas une personne aimable? Pourquoi à cette époque-là t'étais convaincu de ça? J'ai juste cru ce qu'on m'a fait comprendre, ce qu'on m'a fait ressentir, c'est tout. Okay. J'ai juste cru ça. Après, j'avais aussi ce biais de vouloir croire le négatif, je pense. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'étais à l'école, j'avais déjà
un gros biais, enfin un truc qui était embêtant, c'est que je pleurais en général beaucoup. J'étais un garçon qui pleurait beaucoup. Au point où à l'école, maintenant ça me fait rire, mais c'était pas drôle. Hein. En vrai, notre maîtresse, quand j'arrivais, je faisais quelque chose, j'en sais rien, machin. Elle me criait un peu dessus, je me mettais à pleurer, elle disait ah là mais t'arrêtes pas de pleurer, on pourrait remplir des bassines avec ce que tu pleures, machin, et toute la classe qui rigole. C'est pas un bon souvenir. Aujourd'hui j'en rigole parce que je me dis quand même c'est vrai que voilà, mais c'était terrible. En vrai c'était terrible. Donc c'était par ces petites choses que ok je considère du coup je comprends que je suis peut-être une femme, donc je vais essayer de plus pleurer, cacher tout ce que je ressens. Le modèle que j'ai pu avoir dans ce genre-là c'était mon frère qui avait tendance à beaucoup cacher, donc c'était mon demi-frère, mais voilà. Il cachait beaucoup de choses et tout. Je me disais que ça ressemble à ça, un homme peut-être. Il faut que je sois plus comme ça. Et donc j'étais un enfant de base qui pleurait beaucoup et surtout qui pleurait beaucoup quand on le complimentait. C'est là qu'il y avait un truc peut-être de très dangereux, je pense. Déjà à l'époque, ils auraient dû se dire, lui là, il va pas bien le frérot là, c'est compliqué, hein. Ça a l'air lourd là. Non, je pleurais vraiment quand on me faisait un compliment, comme si je méritais même pas ce truc-là. J'avais je sais pas, 7, 8 ans, j'étais déjà comme ça. Ça a été le moment où j'ai vu ma première psychologue d'ailleurs. Ça a été une suite d'échecs et de hasards malencontreux. Ça aurait pu se passer différemment. Je regrette rien, c'est très bien comme ça, mais c'est vrai que c'est là où je voulais en venir, c'est que je suis à la base du coup un enfant qui est assez sensible à ce genre de choses, positives et négatives, mais surtout négatives. Et j'étais face à un père qui était dur avec moi parce qu'il était malheureux dans son couple et une mère qui était très protectrice parce que malheureuse dans son couple. Et on était dans un schéma que j'ai compris maintenant, mais qui était clairement dysfonctionnel, dans lequel il était frustré auprès de sa femme, de moi, de mon existence au fond, ce qui me faisait ressentir que je devais pas exister quelque part, même si c'est pas sa volonté au fond. Mais il y avait un peu de ça, et donc je ressentais que j'étais pas ce qu'il fallait. Et que je pourrais pas faire par moi-même. Quant à ma mère, qui était très protectrice, elle faisait à ma place. Donc elle me montrait aussi que je savais pas faire par moi-même. Et en fait, on arrive à 20 ans avec des troubles paniques en ne pouvant affronter la vie parce que, fatalement, quand t'as la découverte du feu, elle est brutale, quoi. Quand t'arrives à un moment et qu'on t'a donné aucune arme, du coup, et que t'es hypersensible en plus, il y a des raisons, en fait, pour que ça aille pas du tout. C'est vraiment. Et donc, c'est comme ça que je me suis construit jusqu'à la perte d'espoir totale des 25 ans. Pour en revenir là où de ce que tu parlais tout à l'heure, ce que tu disais. 25 ans, perte d'espoir, la plus belle chose qui pouvait arriver, mais faut en survivre de ça quand même. Hein. C'est un peu le problème. Ouais, je suis d'accord. Je termine juste là-dessus, mais pour moi, je l'apparente presque à une chute à moto, tu sais. Tous les motards chutent, c'est obligé. La première, ils doivent prendre conscience du risque, mais faut pas se tuer sur la première. C'est un peu ça l'idée. Là, c'est un peu ça aussi. Une dépression, c'est hyper positif en fait. C'est le seul moyen qu'on peut avoir souvent de pouvoir changer sa vie d'axe, de direction. Elle nous met face à un mur et on est obligé d'aller à gauche ou à droite. On peut plus continuer dans l'erreur qu'on est en train de faire. Mais par contre, il faut survivre à ça. C'est un peu le problème. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance. Ouais. Merci de parler de ça, parce que moi, j'y pense beaucoup aux personnes qui sont plus là pour pouvoir parler d'elles-mêmes et de leur vécu, de leur expérience, d'où l'importance de ce qu'on fait et d'où l'importance de porter cette voix-là. Donc, merci. C'est pour ça, en fait. Genre, ça valait le coup, les 4 heures, là, tu vois, c'est bien, il faut. 4 heures pour ça, c'est bien. Je pense. Ouais. Puis quelle erreur j'aurais fait, quoi, c'est surtout ça. Quelle erreur monstrueuse si ça avait marché, quoi. C'est... Ok. Est-ce qu'on peut parler du coup donc de ce que j'ai compris? Donc t'as fait une tentative de suicide. Est-ce qu'il y a des mots qui te triggerent particulièrement, qui te déclenchent? Non, du tout. Du tout. Bon, tu me dis. Non mais en fait, c'est marrant, mais je crois que je fais partie maintenant depuis tout ce passage-là de plus c'est réel, plus c'est proche du réel, enfin de la réalité, mieux c'est. Quitte à ce que ça fasse mal, au moins on va sur quelque chose qui peut amener du mieux. Alors, je sais pas comment expliquer, mais au moins il y a quelque chose qui est réel. Ouais, voilà. Même si ça fait mal, au moins il y a un truc qui voilà. Donc là, ça me fait pas mal, c'est cool. Mais même si c'était le cas, j'aime autant parce que c'est mieux. Tu me dis si jamais il y a des termes qui sont trop lourds, etc. Vous le verrez. Vous le verrez certainement. Bon, je le notifie que je le verrai. Je dis, je vais me décomposer sur ma chaise comme ça. Non, il est où le loukoum là alors? Qu'est-ce qui arrive? Bon, en tout cas, on peut se dire, si à un moment ça va pas, tu me fais un signe et puis on fait une petite pause. Ça te va? Ouais. Ok, trop bien.
Mais j'avoue que moi, je pense que c'est important de mettre les termes dans certaines situations. C'est fou. Parce que je pense que si je prends mon expérience personnelle, j'ai tellement minimisé la gravité de certains gestes que je pense que le fait d'avoir quelqu'un en face qui met les termes, ça aide aussi à conscientiser certaines choses. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Donc, à la suite de ça, t'as été hospitalisé. Mmh. C'était la première fois. En fait, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. J'ai été hospitalisé avant, 6 mois avant. J'ai fait une hospitalisation parce que même mon père, il avait abandonné. Il voyait bien que je me levais plus, que machin. D'habitude, il m'aurait balancé par la chambre. Enfin bref, en vrai, je rigole, mais ça, c'est pas drôle. Non, il aurait été dur comme il sait le faire, quoi. Mais là, même lui, il a abandonné. Il a vu que là, je n'en avais plus rien à faire. Enfin, il y avait plus. Pour moi, c'était fini. C'est la fin de la route, elle était terminée. Il y avait plus de raison de me lever. Il y avait plus de raison de rien. Donc voilà, j'étais vraiment dans un état dépressif. Du coup, je suis allé à l'hôpital, aux urgences, où ils m'ont amené dans une première hospitalisation. C'était un hôpital, c'était plus une maison de santé, pour le coup. Une maison de santé. J'ai eu des très bons retours sur les maisons de santé. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Pour être parfaitement honnête, le cadre est bien, je trouve. Il est très sain et c'est très cool. Par contre, j'ai fait une grosse erreur. Et ça dépend, je pense, beaucoup là de la personne en elle-même plutôt que de l'encadrement des fois. Ouais. J'ai vécu cette hospitalisation un petit peu comme une colonie de vacances à un moment. Et ça a été la grosse erreur que j'ai fait. J'ai beaucoup partagé, beaucoup parlé, et c'était très bien aussi. Et en même temps, ça m'a amené des choses que je n'avais pas, comme par exemple la conscientisation et la possibilité d'arriver jusqu'à des tentatives de suicide aussi. Ça m'a amené ça. Parce que j'ai rencontré des gens que je n'avais jamais vus, c'est vrai, qui eux étaient passés par ces étapes-là et qui m'ont du coup potentiellement un peu influencé aussi là-dessus. Après, attention, c'était parce que j'ai fait cette erreur de trop parler. Les gens étaient pas du tout malveillants, loin de là. C'était même trop bienveillant parfois, dans le sens où c'est extrêmement... Et j'ai une amie justement qui est en train de faire ce parcours-là et dans lequel je me retrouve énormément, en fait, qui ressemble beaucoup à ce que je vis. Donc voilà, et elle a fait cette première erreur justement que d'arriver et de sympathiser avec les autres, en fait, qui est pas mauvais en soi, c'est plutôt bien. Sauf que le problème, c'est que on est un peu tous malades au fond. Et donc le souci, c'est que oui, c'est extrêmement, j'ai pas le terme là qui me vient, mais c'est confortable, c'est ça, que de se sentir écouté. Je me suis jamais senti autant compris et écouté que dans ces milieux-là. Et en même temps, on est malade. Et ça, c'est la conclusion que j'en ai eue de cette première hospitalisation maison de santé. Donc c'était pas l'environnement qui était problématique, c'était plutôt moi qui ai réagi d'une manière qui ne permettait pas le soin, en fond. Je ne me concentrais pas sur moi, j'étais encore sur l'image que je pouvais renvoyer sur les autres, qui faisaient partie de cet environnement-là. Dans le sens où tu cherchais la validation des autres ? Ouais, clairement, on était quand même dans ce truc-là, cette idée de colonie de vacances, il y a l'effet de groupe, il y a machin, etc. Mais, et là on rentre dans la subtilité, mais à ce moment-là aussi, c'est là où j'ai rencontré ma compagne actuelle. Oh, t'as spoilé là déjà. Je t'avais dit qu'il y avait du lourd. Ah merde, je fallait pas le dire maintenant. Si. On va en venir. Ah bah écoute, mais alors là, je peux pas passer, voilà. Attends. Parce que moi je suis au courant, mais auditeurs, auditrices, ils savent pas. Et encore, j'ai demandé à Pierre de pas trop me dire des choses parce que justement je voulais découvrir ça en même temps que tout le monde durant ce podcast. Mais bon, on va en venir. Ok, donc c'est à ce moment-là que... Donc, tout ça pour dire que j'étais dans cette hospitalisation qui s'est malgré tout très bien passée. Je suis sorti trop tôt, pour des raisons que j'exprimerai plus tard, mais je suis sorti un peu trop tôt. J'ai vécu 4-5 mois comme ça, le temps de déménager de chez mes parents et d'habiter en appartement. Et c'est là que j'ai fait ma tentative de suicide, en fait. Voilà. Okay. Parce qu'en fait, à ce moment précis, je me séparais de la perfection. Voilà, comme ça, quand je suis allé à l'hôpital. Donc, ton ex-copine. Voilà. Et c'est vrai que c'est bizarre dit comme ça, mais appelons-la comme ça. Et en fait, le souci, c'est que quand il s'est passé ça, ça a mis 6 mois. Je n'arrivais pas, j'avais beaucoup de mal à casser complètement ce lien. Elle était très accrochée et je voulais pas la faire souffrir parce que c'était une personne vachement bien et que j'appréciais beaucoup. Et même moi, j'avais du mal à savoir ce que je ressentais, ce que je pensais, etc. Et donc je voulais pas lui faire de mal. Et en fait,
au travers de cette rupture, je me faisais aussi énormément souffrir. Je m'en voulais de tout ça. Je me sentais énormément coupable et du coup, je m'en voulais énormément. Et c'est ce qui, un soir, m'a amené à faire cette bêtise. Voilà. Je voyais pas de solution, en fait. Je voyais pas de solution, que ça soit à mon mieux-être ou alors et à me sortir de cette situation aussi. Je voyais pas de solution sur le court terme et même long terme positive. Okay. Du coup, ça c'est vraiment le regret que j'ai, ouais, par contre. C'était nécessaire, honnêtement. J'espère qu'elle, ça l'a pas trop impacté, honnêtement. Parce que j'ai plus du tout de nouvelles derrière. Enfin bref, et c'est très bien, hein, pas de souci. Mais voilà, c'est... Sans le faire exprès, je pense que j'ai essayé pour cette personne de faire ce que la première avait fait pour moi, au fond, sans le faire exprès. Elle m'avait fait énormément souffrir et en même temps, ça m'a permis, comme je disais tout à l'heure, de comprendre que je pouvais être aimable. Et en fait, je pense que j'ai fait ça sans le vouloir pour cette autre personne, au fond. Je suis devenu cette personne-là pour elle. Voilà. Ok. Donc bon, peut-être que j'espère que ça a été positif pour la suite, mais bon, voilà. Et dans l'idée, après ça, donc j'ai atterri. Alors là, ça a été le début de vraiment gros problèmes. J'ai atterri donc à l'hôpital, donc aux urgences. Enfin, oui, c'était réanimation. Enfin bref, super. Après ça, j'ai été placé en hôpital psychiatrique. Et alors là, c'est pas pareil. Hein. Là, c'est hospitalisation complète. Ouais, vide sans teint, la totale, les barreaux au mur et tout ça. Ça a été la survie, vraiment, pendant 3 jours complets, c'était la survie, et c'est terrible de demander, c'est l'effort le plus intense qu'on m'a demandé dans ma vie, au moment où j'avais le moins d'énergie. C'était ouf. J'en fumais même plus, je fumais à cette époque, j'avais même plus besoin de fumer, alors que j'étais un très gros fumeur, tellement j'étais en mode survie, et que c'était le dernier de mes soucis, la cigarette, à ce moment-là. C'était, ah ouais, non, c'est... Et en même temps, ça a été le moment... J'ai entendu un autre podcast que vous avez fait où une dame justement disait qu'elle avait eu un point de bascule où elle s'est dit, je l'ai entendu hier soir, où il y a eu un point de bascule où elle s'est dit je peux pas continuer ma vie comme ça, c'est pas possible. Isabelle. Moi ça a été à ce moment-là, quand j'ai enfin pu sortir d'ici, que j'étais dans la voiture, que mes parents me ramenaient chez eux et que dans la voiture j'avais des idées suicidaires et que je commençais à pleurer en me disant si tu continues à en avoir tu vas y retourner. Là, ça a été un peu un déclencheur. Je suis rentré chez moi et j'ai fait de la guitare. J'aime pas trop la guitare, mais il fallait que je fasse quelque chose, n'importe quoi. J'ai fait des bracelets, j'ai fait plein de choses comme ça. Le temps de retrouver une hospitalisation, j'étais brisé globalement. Et on a retrouvé une hospitalisation ailleurs que j'ai faite de la bonne manière à mes yeux, en tout cas à ce moment-là, c'est-à-dire je vois personne. Je suis vraiment resté dans mon coin à lire des livres, à regarder Game of Thrones. J'ai regardé Game of Thrones à ce moment-là. C'était et il m'est venu, c'est là qu'a commencé l'aventure justement de notre seg. J'étais à l'hôpital encore une fois, j'avais un stylo, une feuille, et il y a une phrase qui est venue, mais peut-être que je m'avance un peu là. Vas-y. Donc j'expliquerai la suite du mouvement intérieur qui s'est passé, mais la phrase c'était on est d'accord Pierre, comme je le dis depuis tout à l'heure, depuis que t'es petit, t'as jamais eu confiance en toi. Alors comment t'expliques que tu crois tout ce que tu penses ? Et ça a tout cassé. Parce que peut-être que j'ai tort, du coup, dans ce que je crois de moi. Je peux pas dire que j'ai pas confiance en moi si je crois tout ce que je pense. C'est pas possible. Donc si je veux me dire que j'ai pas confiance en moi, il faut que je remette en question ce que je pense. Est-ce que j'ai raison de croire que je sais pas dessiner au fond ? J'ai pris une feuille, un stylo et c'était parti. C'est tout. Et c'est comme ça qu'a démarré ce que je fais d'artistique aujourd'hui. Et quand j'ai fait ça, la première fois, que j'ai fait quelque chose, pas que j'avais vu, juste quelque chose qui me ressemble, juste, c'est comme ça que je fais mes tableaux, que je dessine, je tire un trait, c'est le plus dur en général. C'est celui où il vient remettre en question l'idée de est-ce que je sais faire quelque chose. Je tire un trait, un autre, et il y a 2 règles. Je dois mettre le plus d'applications possible dans ce que je fais, et amener ma réalisation jusqu'au bout. Si je le fais pas, dans le premier cas, si je mets pas toute mon énergie à faire les choses correctement, ça va être trop facile. Je vais arriver et dire, tu vois, je le savais, je vais m'auto-saboter. Donc non, fais au mieux. Et termine, parce que ouais, mais ça sera bien plus tard, ou alors ça sera nul. Voilà. Non, tu sais pas, termine. Et comme ça, tu auras un avis objectif de si tu es capable à tes yeux ou pas de faire quelque chose qui te plaît. Et en fait, quand j'ai fini ce dessin,
mince, ça me plaît. Voilà, c'est particulier, ça ressemble à rien. Je sais pas, c'est pas ce que font les autres, mais ça ressemble à rien. J'aime bien. Non, mais ça, c'est particulier, ça ressemble pas. Et en fait, voilà, il est venu cette idée de, en fait, je n'ai jamais su être ce qu'il faudrait, j'ai jamais su faire ce qu'il faudrait. Juste, je sais faire que ce que je sais faire. Et c'est vachement bien. Et c'est là que j'ai pris conscience de ça. Et depuis, ça va. Ça a été après il y a eu des mots qui ont été placés, du coup, dans dans ma première hospitalisation, par contre, il m'avait dit que j'étais borderline. J'ai été suivi par certaines personnes, tout ça, qui m'ont du coup mieux axé, parce que j'avais pas les bons suivis. Donc là, ça a été TCD et un bon psychiatre, pour le coup, qui m'a bien pris en charge aussi. Les médicaments étaient correctement mis en place. J'ai fait en sorte de ne plus avoir de benzodiazépine pour éviter... il me disait, ouais, on va vous mettre ça. Non, je veux pas de benzodiazépine, quitte à souffrir, en fait, parce que j'ai vécu les effets du manque et je veux pas revivre ça. Donc, il y avait une volonté de mieux, malgré tout. Et il y avait surtout une compréhension que je suis peut-être pas ce qu'il faudrait, mais maintenant, j'ai envie d'exister. Comme je suis. Et ouais, ça, c'était incroyable pour moi. Ça, c'était incroyable. Et je l'ai pas aujourd'hui, mais je voulais le ramener et je l'ai donné justement à cet ami qui est en train de faire ce même parcours, en fait. Je lui ai donné le livre Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas Hasenburg, je crois, c'est ça. Et ce livre, il m'a vraiment ouvert beaucoup de choses. C'est sur la communication non violente. C'est grâce à lui que j'ai pu aussi comprendre ce qui s'était joué dans la relation de mes parents, etc. Qu'un jeu de frustration au final et de manque de communication, en fait, en interne, qui peuvent amener à ce gros dindon là aujourd'hui qui est complètement non, mais voilà, dans l'idée, ça a été la plus belle période de ma vie. Cette hospitalisation, ce moment de solitude choisie, ça a été, et puis de découverte de l'art, et puis de ce que moi je sais faire à ma manière, sans chercher quoi que ce soit de l'autre ou quoi que ce soit. Ça a été encore aujourd'hui, je pense, la plus belle chose que j'ai vécue dans ma vie pour l'instant. C'est bizarre, hein. C'est vraiment... J'ai passé Noël à l'hôpital et tout. C'était le meilleur moment de ma vie. Parce que je n'allais pas vers les autres. J'étais vraiment dans... Ok, je me construis, je fais tac, tac. Et j'avais un voyage interne qui était monstrueusement enrichissant, que je continue de dévoiler aujourd'hui, etc. Enfin voilà, c'est... T'es resté combien de temps dans cette hospitalisation? Je suis resté... C'était 3 mois. Okay. Ouais, donc ça va. C'était pas non plus... La première, c'était 2 mois. La toute première. Donc, la maison de repos. Ouais, j'ai fait 2 mois. J'aurais dû rester plus, mais pour une raison que j'expliquerai plus tard, je suis parti plus tôt que prévu. La deuxième, c'était 3 mois. Et après, j'ai fait 2 autres petites hospitalisations. Une où je suis resté 2 jours. C'était vraiment pas adapté du tout. Et l'autre, c'était 3 ou 4 jours. Donc, c'était pas non plus énorme, celle qui était vraiment hardcore. Et donc ça va, heureusement. Ce qui a vraiment changé... entre l'hospitalisation qui a été aidante et l'hospitalisation qui a été compliquée. C'est l'expérience, en fait. Et c'était ta volonté aussi, parce que t'étais volontaire, et que, de ce que j'ai compris, c'est une hospitalisation que t'as cherchée par toi-même. Ouais, c'est ça. En fait, dans les 2 cas, les 2 hospitalisations type maison de santé, je vais dire, étaient de ma volonté. Okay. Les 2 autres étaient, enfin, une surtout était à cause de l'ATS, donc voilà. Mais c'était de ma volonté dans tous les cas. Mais moi, je dirais que c'est l'expérience aussi qui a permis de pouvoir mieux gérer, parce que j'écoutais pas forcément, par exemple, ce que me disait... alors ça, je sais pas si on peut le dire, mais j'écoutais pas tout ce que me disait le psychiatre de l'hôpital, par exemple. Ah si, on peut le dire. Voilà. Non, bon... Je l'écoutais pas franchement, ou alors je dirigeais un peu sur ce que je voulais, c'est-à-dire voilà, benzodiazépine, c'est niet. C'est ça, j'en veux plus. J'ai fait, alors c'était super, hein, il y a eu des médicaments, c'était génial, voilà, mais non, ça va pas. Ça a été entendu? Oui, clairement. Et je pense que pour une fois j'étais malin, où vraiment je disais ouais, ça c'est bien, mais je sais pas, je me dis que ça pourrait être bien. Je l'amenais vraiment parce que ça j'ai testé. Je pense que à l'époque on avait dit, enfin mon psychiatre avait dit, voilà, je venais que je zoom comme ça quoi. Mais je voulais plus de ça parce que j'avais vu ce que ça faisait, au même titre que l'aspect compulsif qu'il y a derrière de ok, j'ai une angoisse qui monte up si besoin, c'est parti. Ok, il faut que j'arrive à me défaire de ce truc-là. Il y avait cette volonté mais que grâce à ça, hein, déjà à ce moment-là, il y avait cette volonté de reprendre un petit peu le cap. Il y avait un moment, en fait, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais quand
quand il y a eu le passage avec la première femme que j'avais rencontrée qui m'avait rendu aimable en quelque sorte, j'étais tellement dégoûté de moi et d'avoir eu, j'étais jeune, hein, le sentiment d'avoir cassé cette relation à cause de mes angoisses, qu'en fait j'étais devenu un yes man globalement. J'allais vraiment des trucs qui me faisaient peur comme les bouchons parisiens, j'y allais volontairement. Mais vraiment, alors que je savais que ça allait m'angoisser, mais je voulais plus regretter les choses. J'étais passé à côté d'un truc trop gros et beau à mes yeux pour renouveler l'expérience une nouvelle fois. Et du coup, j'allais mais dans les bouchons, j'avais des angoisses monstrueuses. J'ai fait vraiment tout pour essayer de me guérir de ce mal, parce que c'était affreux, les angoisses. C'était le pire que j'ai vécu. Vraiment, et ça, je l'ai vu sur un truc qui me rend fou de rage aujourd'hui. Vraiment, ça me rend fou parce que quand j'étais dans la toute première hospitalisation, j'ai travaillé à mort. Ça, c'est le truc, par contre, que j'ai bien fait à ce moment-là, c'est que j'ai bossé à mort. Pour une raison que j'expliquerai plus tard. Et donc, j'ai essayé de chercher, de comprendre le pourquoi, qu'est-ce que c'était que l'angoisse, qu'est-ce que c'était l'anxiété, c'est quoi, machin. Et j'ai même écrit toute ma vie. Du début, à chaque phase qu'il y a pu y avoir. Donc, la phase de jusqu'à 8 ans, on va dire, l'adolescence, la phase de l'année des folies, là, avec toutes ces femmes que j'ai rencontrées. Et donc la phase des troubles anxieux, et aujourd'hui. C'était ça à l'époque. Et en fait, il y a un truc qui était incroyable, c'est que j'ai écrit plein de choses, machin, etc. Il y a une période où je n'ai pu écrire rien du tout, aucune ligne, c'était les troubles anxieux. Il s'était rien passé. J'avais tellement peur de quoi que ce soit qui soit hors norme, qui puisse être effrayant, du coup, enfin quelque chose d'imprévu, qu'en fait il s'était rien passé pendant 3 ans. Feuille blanche. C'est un truc de malade. Et c'est là que ça fait froid, j'en ai des frissons. Ça fait froid dans le dos de se dire que, et cette maladie, mais elle empêche totalement l'expression de sa propre, ne serait-ce que singularité, en fait. Elle est effrayante. Donc, ouais, non, c'était une période affreuse. Vraiment la pire de toutes. On se voit j'avais l'impression que quelqu'un me volait des choses, en fait, au fur et à mesure. Que quelqu'un me prenait tout ce que j'aimais, petit à petit, de moi-même et puis de l'entourage, et me volait tout petit à petit comme ça, et j'étais victime consentante de ça, de ces changements. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est passé en une séance d'hypnose. Ah ouais? Ouais. Une séance d'hypnose, j'ai plus aucun symptôme de rien depuis 7 ans. C'est incroyable. Par contre, le problème, c'est que derrière, ça coïncide avec le moment où il y a eu la perte d'espoir et le pétage de craquage total. Ok. Je pense que l'un dans l'autre, il y a eu un truc où ça a fait peut-être ressortir mauvais, quoi. Compliqué. Ouais, il y a... Ok. Je trouve ça trop bien, ce truc d'écriture, parce que j'ai plusieurs de mes invités à podcast qui ont eu un moment dans leur parcours ce déclic d'écrire toute leur vie. T'es pas le premier qui me parle de ça. Et j'ai l'impression que ouais, c'est quelque chose qui revient dans certains témoignages que j'ai en fait au bout d'un moment tout était tellement chaotique, tout était tellement je voyais plus la lumière de rien, j'ai pris un carnet, un stylo et je me suis mis à tout écrire. Donc merci de partager ça. Vas-y, je t'en prie. Pardon. Et alors, je pense que déjà on a un bon aperçu, en tout cas moi je trouve que t'as bien exposé tout ça. Sur le trouble de personnalité borderline. J'aimerais savoir, parce que tu l'as dit de façon assez rapide, mais comment t'as été diagnostiqué? Comment tu l'as reçu? Comment tu l'as vécu? Ça, c'est la première question. Ouais. Et la seconde question, c'est est-ce que tu arrives à identifier très clairement comment ça s'exprimait à ce moment-là et possiblement comment ça s'exprime aujourd'hui? Alors, donc la première question. Même si je trouve que je trouve que dans la première partie de ce que tu m'as raconté, on voit déjà très clairement les trucs du border. Sur l'enfance notamment. Ouais. En fait, comment je l'ai été diagnostiqué, ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait déjà très longtemps que je faisais, parce que je suis arrivé à l'hôpital du coup à 25 ans. Ça faisait donc les troubles paniques, c'était de 20 ans à 23 à peu près par là, dans ces eaux-là.
Juste, ça s'est déclenché du jour au lendemain à 20 ans ou... C'était affreux. Ouais, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Ok. Et c'est parti du jour au lendemain. Ouais. Et en fait, c'était affreux parce que, petit aparté, c'est d'habitude une angoisse. Il y a une angoisse, c'est horrible comme moment. Et puis on se couche et ça passe. Et là, le lendemain, c'était pas passé. Ouais. Là, ça me fait quelque chose, hein, parce que c'était horrible. Mais c'était. Et là, quand on commence à imaginer sa vie avec ce truc qui reste, punaise. Non, ça c'était affreux. C'était vraiment affreux. Là, c'est moins drôle. Là, c'est punaise. Mais du coup, bref. Alors ça. Le border. Oh là, c'était terrible. Et donc. Pour répondre à la question, ça a fait depuis donc il y a eu 8-9 ans cette première passage chez une psychologue. Après j'ai fait de 17 ans en fait jusqu'à il y a 6 mois, je suis suivi. Voilà, pour faire simple. J'ai été diagnostiqué. À quel âge aujourd'hui ? J'ai 32 ans. OK. J'ai été diagnostiqué à ma première hospitalisation à la maison de santé. C'est là qu'il a posé le diagnostic du borderline. Et comment est-ce que je l'ai perçu ? Et ben en fait, j'étais là. Ok. Alors déjà c'est quoi ? Je suis pas certain d'avoir tout compris encore aujourd'hui parce que c'est pas facile à comprendre. Mais par contre, il y a un truc, c'est que j'étais pas sûr du résultat en fait. J'étais pas certain. Ok, d'accord, mais qu'est-ce qui me prouve ? Enfin, vous me dites ça, c'est super, mais moi je vois pas. Enfin, ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu valider ce diagnostic. Donc, je suis allé voir d'autres personnes qui avaient les compétences aussi de pouvoir me dire, au travers de tests, si je pouvais répondre à ça. Et donc, il a fallu déjà que je valide. Parce que quand on me l'a dit, je l'ai pas cru spécialement. Je me disais, on sait pas. Enfin, voilà. Parce que on sait jamais vraiment ce qui est, faut faire confiance, quoi. Et là, une seule personne, ça me suffisait pas. Donc j'ai d'abord fait valider, et une fois que ça a été validé, là, en fait, ce que ça a changé, c'est que ça a pas changé grand-chose dans mon esprit, juste que par contre, je pouvais mettre en place un suivi qui corresponde à ce que j'avais. C'était vraiment ça pour le coup. Mais ça a pas changé grand-chose, en vrai, en moi. Je me rappelle juste de cette phrase de mon père qui me disait ah bah tu vois, c'est combien ça fait je crois 2% de la population, dont un quart d'hommes. Ah bah toi qui voulais être unique. Bon. Tada. C'est merveilleux. Et donc voilà, ça me revient parce que c'était dinguerie. Et donc du coup, j'en parlerai de cette hospitalisation parce que, mais je peux pas trop en parler sans spoiler la suite en fait. Donc on va en parler après de la suite, mais là j'aimerais qu'on se concentre sur le trouble de personnalité borderline. Donc ça aussi c'est un message, je pense, qui est important de faire passer. Si jamais on vous diagnostique quelque chose et que vous n'êtes pas forcément convaincu au premier abord, c'est tout à fait ok d'aller demander à plusieurs professionnels de santé pour confirmer ou à l'inverse infirmer un diagnostic qu'on a reçu. Je le dis parce que je sais que j'ai beaucoup de messages sur mes réseaux sociaux de personnes qui m'écrivent, qui me disent ouais on m'a dit ça mais en vrai je me reconnais pas dedans, je sais pas trop, etc. Ce qui toi a été ton cas, et t'es parti aller consulter d'autres professionnels de santé qui en l'occurrence t'ont confirmé le trouble de personnalité borderline. J'avais demandé à ma psy, alors il y avait déjà eu le passage du psychiatre et du deuxième, et j'y croyais toujours moyennement. Et je lui dis mais vous pensez sincèrement, donc ma psychologue qui était donc TCD, c'est thérapie comportementale dialectique du coup au cas où, enfin, voilà. Je lui avais demandé vraiment, vous pensez que je suis borderline, etc. Je dis, ah mais autant il y a des gens, vous savez, où on peut avoir des doutes, ils sont un peu, autant vous c'est 100%. Ok, bon écoute, c'est super. Au moins il y a pas de doute. C'est là que vraiment j'y ai cru. Je me suis dit, ok, c'est bon, c'est validé, ça marche, y a pas de problème. Et ma psychologue qui m'a largué récemment d'ailleurs, je suis triste. Non, mais elle est partie à la retraite, donc du coup, elle m'a dit, franchement, maintenant ça va, quand vous êtes bien, je suppose, je dis, je vous appellerai si ça va pas trop, et puis je l'ai pas rappelé, donc c'est que ça va, quoi, c'est plutôt cool. Mais quand je lui dis, mais comment ça, vous me larguez là, oh, c'est quoi ça? Mais
Ça aura mis le temps, mais c'est possible. Comme Moi, quoi. je peux te dire, si demain mon psychiatre part à la retraite, ça va mal passer. Bah écoute, Discussion de border, tu vois. Non, mais écoute, Je rigole. Moi, c'est vrai que j'ai toujours eu un peu peur à partir du moment où elle m'a dit, ouais, je vais partir à la retraite et tout. Puis elle me l'a dit un peu du jour au lendemain, c'était, je crois, novembre. Mais attendez, je crois que vous avez pas compris. J'ai un trouble sur la peur de l'abandon. Et là, vous m'abandonnez. Vous me faites quoi, là? Moi, je veux une autre. Réel ou imaginaire, ouais, carrément. Alors que c'était drôle, quelque part, mais je lui dis non, mais moi, je veux une autre. Vous pouvez pas même ma nutritionniste, une fois à l'époque, je lui ai fait ça. Je fais quoi? C'est fini, là? Non, mais moi, j'en veux une dernière. Mais on va rien faire de plus. Mais je m'en fous. C'est trop rapide. Parce que j'avais pris du poids quand j'ai arrêté de fumer. Et donc, je lui avais dit non, mais là, c'est trop rapide. Moi, je veux un autre. Moi, on peut pas me faire ça du jour au lendemain. C'est pas possible. C'est mignon, quoi, mais ça reste mignon. Il y a rien de grave dans ce genre de truc. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai perdu le fil d'où je voulais en venir. Du coup, ça fait un peu de... Comment le trouble borderline s'exprime chez toi ou s'exprimait en fonction de où t'en es? Est-ce que t'arrives à identifier Pour moi, la manière dont je l'ai vécu, parce que maintenant il est beaucoup plus sage, on va dire, parce que ça va aussi, hein, parce que la vie va bien et que j'ai mis des choses en place, je suis entouré de très bonnes personnes, etc. Donc tout va bien. Je sais qu'au moindre truc qui peut aller pas forcément bien, ça va faire fois 8000 globalement dans leur ressenti. Donc voilà. Mais ce que je veux dire globalement, c'est que je le ressens à mes yeux, c'est une mécanique qui tourne pas correctement dans ma tête, dans l'idée de la valorisation de soi. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait un truc qui déconnait dans la première hospitalisation. 17 ans, 20 ans, dépression. On peut dire c'est l'adolescence, pourquoi pas, mais ça reste une dépression. En vrai, à l'âge adulte, on appelle ça une dépression en tout cas. 20 ans, 23 ans, trouble anxieux. 23 ans, 26, redépression. C'est pas un hasard, c'est pas possible. En fait, chez moi, et puis alors je pense peut-être d'autres, j'en sais rien, mais chez moi, le borderline, je le vis comme le créateur de normalement la dépression, trouble anxieux, c'est des maladies. Chez moi, c'est des symptômes de quelque chose de plus profond. Ils sont auto-induits par quelque chose une mécanique qui tourne pas bien dans l'estime de soi, dans la valorisation de soi, dans la confiance en soi, qui fait que chaque élément vienne, si je laisse faire, créer du négatif au point de partir soit en dépression, soit en trouble anxieux, enfin voilà, et dans des symptômes comme ça qui vont s'accumuler derrière. Je sais pas si c'est super clair, mais moi, ça se ressent. C'est comme ça que je l'ai découvert en tout cas, que j'ai découvert qu'il y avait quelque chose de plus grave encore que les simples phases que je pouvais avoir, qu'elles étaient pas juste hasardeuses et qu'elles étaient induites par quelque chose de plus profond. Ok. Et comment je le ressens aujourd'hui, comment je le ressentais à l'époque, j'avais juste l'impression d'être maudit. Point. Juste l'impression de ne jamais pouvoir être ce qu'il fallait, jamais être. Je me détestais, pour faire simple. Je me détestais. J'avais l'impression juste de jamais être ce qu'il fallait et de toujours jamais être serein, jamais être compris, toujours seul. Putain, j'étais seul tout le temps. Je me sentais juste maudit. C'est vraiment le terme. Et aujourd'hui, comment je le sens? Par moments, je vais avoir des passages où je doute énormément de moi, énormément, où je remets en question mon couple, je remets en question mon amour pour l'autre, pour les enfants des fois. Je remets en question très fort certaines choses, au point où on a un nom de code avec ma compagne. Je lui dis dans ces cas-là que je suis un ver de terre. Voilà. On dit soit je suis envahi, en ce moment je suis envahi, ça c'est le terme vraiment, c'est carton rouge. Ou alors, je suis un ver de terre. Là, c'est plutôt dans le terme d'estime de soi. Je suis un ver de terre et okay. Là, voilà. Ouais. Et ça se traduit par un. Donc vous avez mis en place dans votre couple des codes. Ça s'est fait naturellement. Clairement, c'est. On va grave en parler la thématique du couple, mais vraiment, je garde ça pour après. Vas-y, carrément. Mais ouais, non, ça s'est fait. Moi, au début, en fait, surtout ce que je mettais en place, c'était des pactes avec elle. Je mettais des pactes. Le pacte c'était quoi? Le pacte de tu cries pas. Le pacte pour elle, de tu insultes pas. Genre, il y avait des pactes comme ça. Mais en fait, c'était super carré, genre, et il y en avait un qui était incroyable de pacte, que je n'utilise plus depuis des années, mais qui au début était obligatoire avec elle parce que elle n'était pas aussi,
avancé, on va dire, dans la réflexion que je pouvais l'être. C'était le pacte, parce que comme je disais au début, j'avais le sentiment de, quand j'exprimais les choses, du coup, que ça faisait de moi un être, je montrais mes sensibilités, enfin machin, ça allait pas du tout. Vers 21 ans, j'ai très vite compris que c'était complètement l'inverse, c'est que ça demande beaucoup plus de courage de dire ce qu'on pense en général et ce qu'on ressent. Et que du coup voilà, c'était plus important ça, sauf qu'elle l'avait pas vécu ça, et elle était encore dans cette image de il faut taire ses ressentis et ses peurs et ses craintes, etc., pour ressembler fort. Et donc j'avais mis en place pour sembler fort. Sembler fort, ok. Et donc j'avais mis en place le fameux pacte de vérité. Et celui-là, il était incroyable. Il était incroyable parce que celui-là, quand il y avait un truc, elle me disait non, c'est toi qui es fou là, et concrètement tout va très bien. Alors que tu vois que ça va pas, il y a un truc. Je disais pacte de vérité. Elle était obligée de me dire la vérité du coup sur ce pacte. C'est extraordinaire. C'était trop bien. Mais là, putain, c'était vraiment, c'était la bonne époque aussi, il faut dire. C'était fou, mais ouais, c'était drôle. Enfin voilà, du coup ça c'est... Ok. Il y a plus eu besoin de ça parce que maintenant en fait elle est presque plus dans la vérité encore que moi, donc tu vois ça s'est presque inversé maintenant. Se sont inversés. Ouais, trop fort. Bon, on va en venir à cette histoire de love story là. Allez. Parce que ça me brûle les lèvres depuis le début de ce podcast. Ce qui est bien mignon, mais là Ah là là, en plus, vraiment, je suis trop contente d'avoir Love Story de Border. Plus, tu vas pas non déçu. mais oh là là, mais il y a trop de choses. Il y a trop de choses. J'espère juste qu'on aura le temps de parler de tout. Vas-y. Et surtout, je pense que ton témoignage là-dessus va être super important parce que je te le partageais un peu en off, mais c'est vrai que moi sur mes réseaux sociaux, j'ai plein de gens diagnostiqués ou pas borderline qui sont très désespérés sur la thématique des relations amoureuses, de l'amour, etc. C'est quelque chose qui revient très souvent. Qu'est-ce qui leur fait peur en fait autant? Je veux dire, qu'est-ce qui revient le plus? Je suis borderline, je détruis toutes les personnes avec qui je suis. Je suis borderline, personne peut m'aimer. Je suis borderline, je fais trop de mal aux gens, donc je vais arrêter radicalement de relationner avec personne. Ça, c'est le tout ou rien. Pousser dans les extrêmes. Et en dehors de ça, parce qu'il y a les personnes concernées qui ont une estime d'elles-mêmes, pour certaines, qui sont très difficiles. Et en fait, je sens que c'est vraiment un truc de croyance aussi, de je ne crois pas que je suis digne d'amour. Et du coup, tu l'as fait toi dans tes relations, je l'ai fait moi dans mes relations, d'auto-saboter systématiquement parce que une image de soi tellement détestable et que c'est tellement insupportable que quelqu'un aime une image de soi hyper détestable, c'est très compliqué. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que j'ai l'impression que t'as vécu aussi. Donc il y a tout ça, et aussi en parallèle, je sais qu'il y a aussi les partenaires amoureux, amoureuses des personnes concernées qui m'écrivent beaucoup, qui me disent je suis dans une relation avec une personne qui est diagnostiquée borderline et je sais pas quoi mettre en place, je sais pas quoi faire, je sais pas, enfin bref. Donc Pierre, est-ce que tu peux nous raconter comment t'as rencontré ta partenaire? Est-ce que tu peux un peu... Est-ce que vous vous êtes rencontrés dans une structure psychiatrique? Ouais, on s'est rencontrés à la première hospitalisation à la maison de santé, justement, dont je parlais. La colonie de vacances. C'est ça. On s'est rencontrés là-bas. Elle était complètement à l'ouest. Hein. Genre, pas du tout ça. C'est marrant parce qu'on en reparlait récemment et elle me disait, mais moi je me rappellerai toute ma vie, t'étais là sur le banc, t'étais beau. Et moi je dis, mais elle était complètement à l'ouest. Elle arrivait, elle venait de sortir de perme, de revenir de sa perme. Moi je comprenais pas à l'époque tout ça. Elle revenait de sa perme, je sais pas, jupe fendue, lunettes de soleil, machin, comme ça. Alors qu'elle est pas du tout comme ça, elle était comme ça, elle venait de picoler au bar du coin, en fait, tout simplement, et donc elle était cramée, donc elle était à l'ouest total, la dame. Ok, et, c'est dans ce sens-là, j'avais pas compris. Et vraiment, je suis arrivé du coup dans la structure de la maison de santé, à l'endroit des urgences, en fait. Ils recevaient ceux qui venaient des urgences à un étage précis, etc. Et donc j'étais à cet étage-là, et premier jour, je fumais encore à cette époque, on s'est retrouvés bloqués tous les deux dehors. L'abus d'alcool et de cigarettes est dangereux pour la santé. Vas-y. Mais bon, voilà, on fumait. Parce que je crois que sur YouTube, tu peux te faire bannir à cause de ça. Ah, c'est pas faux. Et du coup, c'est vrai que on s'est fait enfermer dehors.
parce que on avait oh là là, mince, je suis enfermée dehors avec une femme très belle et très... Moi, j'étais pas du tout dans cette optique-là. J'étais avec la perfection, là, du coup, dont on parlait. C'est vrai qu'en plus, et je me séparais globalement, je n'y arrivais pas. Enfin, c'était là, dans ma tête, c'était... No way. Ah ouais, non, là, moi, c'est m'approchez pas. Au contraire, je voulais surtout pas. Je m'approche pas. Mais bon, on discutait, on parlait, etc. Et puis elle m'a dit, donc on s'est revus dans le hall, je crois la même journée ou le lendemain. Elle m'a dit, t'as l'air sympa. Non, comment elle m'a dit ça? Vas-y, viens, je vais te montrer des gens sympas. Comme ça. Oh, c'est trop fou. Et en fait, elle m'a présenté des gens qui sont devenus des amis, hein, globalement. C'était, je les appelais les drôles de dames, en fait, parce que c'était 4 nanas qui étaient complètement adorables. Il n'y a pas d'autre mot. Elles étaient adorables toutes. Et donc elle faisait partie de ce quatuor. Et il y avait, je sais pas si je peux dire les noms, non, peut-être pas. Bon, je vais pas le dire. Il y avait un autre, voilà. Il y avait un autre gars qui était super cool aussi. C'était une petite team qu'on formait qui était magnifique. Vraiment, c'était trop bien. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à discuter avec chacun d'entre eux, notamment avec ma compagne, du coup. J'ai discuté avec elle et j'ai compris, à force, que plus je discutais avec elle, plus je comprenais que on est pareil, en fait. On est les mêmes. C'est fou. Dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle vit, dans ce côté qu'elle a, là, Dark Sasuke, là. Non, mais ce côté un peu triste, en fait, en crevé. Non, t'inquiète. Okay, d'accord. Mais ce côté un peu triste, maudit, pour en revenir à ça, je crois que c'est le bon terme, ce côté de malédiction, etc. On avait... Ok, elle me ressemble énormément. Ça, je le savais pas encore à ce moment-là, mais je lui ai dit, écoute, explique-moi ta vie, en fait. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Elle m'explique. Et puis, comme je l'ai dit, je suis un matheux. C'est-à-dire, moi, là, je suis en train de me dire, attends. Moi, tout seul, avec mes expériences de vie, j'ai pas assez d'expérience pour pouvoir comprendre ce qui m'est arrivé. Pour comprendre comment, avec ces chiffres-là, j'ai pu arriver à ce résultat. Mais si avec d'autres chiffres, on arrive au même résultat, peut-être qu'on peut trouver des similitudes. Et c'est là que j'ai écrit ma vie et que je lui ai dit de faire pareil et d'écrire la sienne. Parce que je me suis dit qu'en comprenant sa vie, peut-être que je verrais des rapports, des rapprochements sur lesquels on pourrait trouver pourquoi on en est arrivé au même résultat. Parce que le résultat était similaire, on avait les mêmes goûts, on a les mêmes machins, enfin on se ressemble énormément, mais on n'avait pas les mêmes vécus. Donc il y a forcément des trucs qu'on pouvait repérer en commun. Donc je lui ai demandé de tout écrire, j'ai tout lu, on a cherché pendant 2 mois, on a en fait bossé énormément, essayé de comprendre le pourquoi, tout le monde nous prenait pour des fous, hein. On était en train de regarder sur nos cahiers, machin, écrire. Mais dans tous les cas, on est pris pour des fous. Hein. Non, mais dans la structure des fous, on était pris pour des fous. Et en fait, juste parce que on essayait de s'en sortir, en fait, tout simplement, on essayait de comprendre, parce que là, moi, je voyais une chance inespérée. Je me dis, mais cette nana-là me ressemble, comme j'ai dit, est passée par des choses très différentes, mais arrive au même résultat. Donc, si on compare nos expériences de vie, très logiquement, on devrait avoir plus d'informations pour comprendre quels ont été les facteurs qui nous ont amenés ici. Et le pire, c'est que ça a marché. C'est ça le pire. Et donc, du coup, dans le même temps, on me diagnostiquait borderline, tout ça. Elle est toujours pas diagnostiquée, clairement. Elle a pas vraiment de diagnostic clair. Moi, pour moi, ça fait pas de doute, mais bon. Je crois que le pire dans cette interview, c'est de comprendre que là, il y a 2 borderline ensemble, en fait. C'est un peu ça l'idée. Oh mon Dieu. Ce qui fait que, au début, ça a donné lieu à... Il n'y a pas de stigmatisation dans le podcast. Au début, on en parlait justement il y a pas si longtemps, en se disant, ouais, c'était quand notre premier baiser déjà? C'était justement à la maison de santé, au bout de quelques semaines, où on s'est embrassé. Et je me rappellerai toujours, c'est vrai, elle m'a embrassé. Je lui ai dit, on est d'accord, hein, on est juste des amis. Oui. Voilà l'idée. C'est elle qui t'a embrassé? Oui, je crois que c'était elle. Je me rappelle plus trop, pour être honnête. On avait les médocs et tout, mais je crois que c'était... Non, ça s'est fait de nous deux, hein, c'était très... Mais je me rappelle, elle qui s'enlève et qui me dit, on est des amis, on est d'accord, hein. Oui, on est des amis, hein. Mais le pire, c'est que c'est moi le plus phobique de l'engagement des deux. Genre vraiment, c'est moi qui ai peur. Lise, j'y viendrai plus tard. Mais du coup, voilà, ça a démarré comme ça et on était amis. Point. Voilà. Cette histoire est trop belle. Tout. Parce que aujourd'hui, ça fait 7 ans que vous êtes ensemble. Oui.
Cette histoire est trop belle. Donc vraiment, vous êtes amis. Voilà, on est amis, on est très bons amis. On est très similaires, mais vraiment, c'est tout. En fait, c'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est que justement, dans cette histoire, et c'est là que ça devient incroyable, en fait, c'est que on refait tout ce que j'ai pu dire sur la perfection, la dragon, l'autre nana, enfin bref, toujours essayer de se sauver, machin, de trouver la femme qui nous correspondrait, etc. Très juste. Ouais. Donc j'avais dit que c'était une nana qui devrait me booster, machin, enfin qui devait être plus, voilà, qui me sort un peu des sentiers batteux. Elle est encore plus stressée que moi. T'avais tes critères. Comme ça, c'est clair. Ah ouais, elle est encore plus stressée. Alors elle est brune. Par contre, ça c'est vrai, ça n'a pas changé. Elle est encore plus stressée que moi. Et en fait, ça m'a appris un truc. C'était très insidieux, mais ça me force, moi, à me sortir par moi-même de mes sentiers battus. Parce qu'en fait, du coup, je deviens sécurisant pour elle. Bah ça alors. Et en fait, du coup, et ça va même plus loin que ça, c'est... comment tu veux réussir à aimer quelqu'un qui te ressemble si tu t'aimes pas? En fait, j'ai appris à m'aimer au travers d'elle. C'est bizarre, mais vu qu'elle me ressemble énormément, au début, c'était compliqué, fatalement. Et en fait, plus le temps passait, plus je l'aimais, en fait. Et plus je m'appréciais aussi, vu qu'elle me ressemble énormément. C'est super bizarre, hein. Mais c'est... Voilà. Et t'as compris que ce serait pas ta sauveuse? Ah bah non, là non, hein. Là, c'est moi qui m'y attendais pas. Alors non, pas du tout. Mais, comme disait, c'était... Comment il disait déjà? Ça me fait penser à... Je suis pas fan de Franck Dubosc, mais là, il disait... c'est Véronique, c'est comment il disait, c'est ma bonbonne d'oxygène. Elle est sur mon dos toujours, un peu trop lourde, mais indispensable à ma survie. C'est ça. Voilà, c'est exactement ça. T'as pas fini. Hein. Non mais je suis tellement fan, genre là vraiment, je suis genre à un niveau d'excitation de... Ah oui, non mais là c'est... Donc, vas-y, je t'en prie, pardon. Du coup, là on en est au niveau de l'histoire où vous êtes potes. Ouais, on est potes, hein. Ça va bien cette histoire. Ouais, moi je voulais absolument pas m'engager dans quoi que ce soit, donc en vrai c'était surtout moi qui du coup mettais ça en tant que pote en fait, parce que j'étais rincé moi. D'un point de vue de la dépendance affective. Ah bah y avait pas là. Hein. Non, c'est. Qu'est-ce que tu veux dire? D'ailleurs, qu'est-ce que tu veux dire par là? Excuse-moi. Alors, est-ce que t'estimes être quelqu'un de dépendant affectif? Ça dépend. Là, on était à un stade de vie où c'était quand même très particulier. Je l'étais excessivement, mais genre à un niveau, c'en était ridicule presque à un moment. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je disais, bon, j'étais très jeune pour considérer que c'était mes angoisses qui ont fait que j'ai perdu cette relation. Avec le recul, tu te dis, non, elle t'aimait pas à point, tu vois, il y avait pas de, voilà. Mais toujours est-il que au début, j'étais extrêmement dépendant, effectivement, au point où j'en ai distingué deux sortes d'amour à mes yeux. Ok. Voilà. Pour moi, c'est vraiment pour moi, pour le coup, là. Attention, ouais. Pour moi. Depuis le début de ce podcast, on est sur ton expérience personnelle. Mais en vrai, j'en ai dissocié deux, parce que pour moi, il va y avoir l'amour dans lequel tu aimes l'autre pour ce qu'il t'apporte. Ok. Et un cas où tu aimes l'autre pour ce que tu peux lui apporter. Ok. Et voilà. Intéressant. Et en fait, j'ai toujours été, quand j'étais dépendant affectivement ou que je pensais aimer de manière passionnelle, etc. En réalité, j'étais dans le premier cas parce que j'aimais l'autre pour ce qu'il pouvait m'apporter. Ok. De vision de moi, etc. Je pense que beaucoup sont dans ce cas aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'il y en a forcément un d'eux qui est lésé au final. Et que ça peut aller à la séparation parce que c'est vrai que dans l'autre cas, tu vas plus vouloir donner et l'autre aussi va vouloir donner. Mais c'est comme dans la théorie des jeux. Il suffit qu'il y ait une perception de trahison pour que, allez, c'est la fête du slip, tout le monde se tire dessus et voilà. J'adore la théorie des jeux. Voilà, j'aime beaucoup cette théorie. Je sais pas si tu la connais. Je veux bien que tu nous la partages. Alors, c'est super simple. Je me rappelle plus par contre du nom de celui qui l'a théorisé. Mais l'idée, c'était de dire que il y a une machine entre nous qui fait qu'on se voit pas, dans laquelle on peut mettre des pièces. Okay. Et les règles sont super simples. Si tous les deux on met une pièce, on récupère 3 pièces chacun. Ok. Si un de nous deux triche et ne met pas de pièces, alors que l'autre en met une, alors dans ce cas, celui qui a pas mis de pièces récolte 5 pièces. Ok. T'as envie d'aller trahir du coup. Mais si les deux trahissent, personne ne gagne rien. Et donc l'idée, c'est un petit peu
que donc ça va très loin cette théorie, mais il y a un moment qui est très marrant, c'est que vu qu'on se voit pas, parfois il suffit que quelqu'un trébuche et ne mette pas la pièce du coup, mais parce qu'il y a eu un accident, il n'a pas pu le faire, pour que l'autre croit qu'il l'a trahi. Et à partir de là, il va trahir à son tour. Et on rentre dans une spirale en fait de haine qui fait que t'as le sentiment que l'autre t'a fait une crasse alors que juste c'est une incompréhension. C'est un problème de communication qui a fait que mais j'allais le faire de la vaisselle, c'est juste que en fait j'ai pas pensé parce qu'il y avait truc et ça. Mais l'autre a cru déjà, c'est trop tard, il a cru que t'avais trahi. Et donc là où il est censé t'apporter, t'aimer pour ce qu'il t'apporte, il va retirer ses jetons. Et donc toi, si t'as pas cette perception de pourquoi est-ce qu'elle retire ses jetons, tu vas croire qu'elle est méchante. Et donc du coup, tu vas retirer aussi tes jetons. Et à partir de là, on rentre dans la guerre froide. Donc c'est pour ça que j'avais mis le pack de vérité, pour l'obliger à remettre ses jetons. Globalement, c'était ça l'idée. Et ouais, non, c'est... Faites des packs de vérité. En fait, le problème, c'est que il faut le maintenir soi-même après aussi. Ah bah bien sûr. C'est ça qui est obligatoire. Ah bien sûr, tu peux pas imposer un truc à quelqu'un si tu le fais pas. C'est ça le souci. Et le problème, c'est que c'était dur pour elle parce que c'était une manière... Elle a toujours été élevée... Il y a un truc que j'ai pas dit. C'est vrai. C'est que ma compagne que j'ai rencontrée à l'hôpital, donc qui était en région parisienne, cet hôpital, elle est de Creuse, en fait. Voilà, elle est creusoise. Donc long distance relationship. Bah ouais, ça fait bien 3h30, 4h quoi. Et en fait du coup, elle s'est complètement sortie de son environnement quand elle est venue à Paris. C'est pour ça qu'elle était en mode jupe fendue, petites lunettes, machin. Elle découvrait un truc, c'était un chien fou, pareil. Donc elle découvrait un peu cette vie-là. Après, ceci dit, moi quand j'étais en hôpital psychiatrie, j'avais des paillettes partout, j'étais avec des arcs-en-ciel de tous les côtés. Ce que je veux dire par là, c'est que, mais clairement, c'est très très bien. Mais c'était un truc qu'elle n'avait pas connu et qu'elle découvrait auprès des autres drôles de dames. Et du coup, elle se découvrait un peu ce côté féminin, etc. Non pas qu'il y en ait pas en Creuse, hein, c'est pas ce que je dis. C'est plutôt que elle ne se l'était jamais permis. Et la Creuse, j'aime beaucoup cet endroit, ça c'est sûr. C'est que ça part mal quand tu pars comme ça, mais en vrai, j'adore cette région, c'est super. Sauf que il y a certaines mentalités qui sont encore vachement dans l'idée de le psy, c'est parce que t'es fou. Enfin, tu vois, c'est très encore dans ce genre de truc-là. Ouais. Alors que et ce qui est terrible en plus, c'est que quand tu parles aux gens, il y a une misère mentale souvent, une misère de santé mentale, j'entends, hein, qui est affolante, où tu te dis non mais là faut y aller, enfin faut vraiment aller voir un psy parce que t'es dans un schéma concrètement qui te rend malheureux pour rien. C'est surtout ça. Tu peux résoudre ces choses-là grâce à de l'aide, etc. Et en fait, par l'entêtement de la peur de sembler faible, beaucoup de gens ne prennent pas cette initiative en fait que d'aller essayer de se guérir. Parce que t'es perçu tout de suite comme un fou, comme un faible, comme une lopette en fait. Hein. Et c'est gravissime parce qu'en vrai du coup il y a tout un tas de gens, mais énormément, qui sont dans une dynamique de se pourrir la vie pour rien. Parce que souvent c'est réglable super facilement en plus. Ouais. Quelques séances et bam c'est fini. Je suis hyper d'accord. C'est ouf et ça c'est dramatique par contre. Ça c'est vraiment dramatique. Ouais. À partir de quand vous êtes tombé amoureux? Ouais, c'est pas aggravable, enfin je saurais pas dire. Je crois que un jour je lui ai dit que je l'aimais. Quand la friend zone c'est passé au bout d'1 an et demi, je crois. Un truc comme ça. Ouais. OK. Ça a duré longtemps, je pouvais pas me rengager. En fait, j'avais tellement je suis vraiment un genre de phobique de l'engagement quand même. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois Qu'est-ce qui te faisait peur dans l'engagement? Je venais de sortir d'une relation où j'avais donné des espoirs à quelqu'un que j'avais détruit. Ouais. J'ai pas envie de détruire à nouveau et d'être dans cette posture de... je n'ai jamais pu accepter cette posture de bourreau que j'avais eue avec cette personne. Je crois que c'est ça qui me mettait encore plus mal que tout le reste que j'ai pu vivre. Ok. Est-ce qu'on peut dire que pour toi, à ce moment-là, l'engagement, c'était possiblement faire du mal à quelqu'un? Ouais, ah bah ouais. C'était ça? Bah oui, moi j'avais jamais vécu ça. J'étais toujours dans des positions de comment ça s'appelle, comme tu as dit tout à l'heure, je vais la refaire, parce que là, du coup, on comprend plus rien. J'étais toujours dans des positions de dépendance affective, et là, d'un seul coup, bah, je suis face à des gens qui m'aiment. J'ai jamais vécu ça, moi, je sais pas comment... Et là où j'ai toujours cru que celui qui était le plus triste en amour, c'était celui qui était quitté. Non, c'est pas tout à fait ça, en fait, la réalité. C'est que c'est très dur, souvent, aussi, de pouvoir quitter un environnement dans lequel, bah, t'es sur un piédestal, faut le dire, parfois. Et donc, quand t'as pas vécu ça, là, ça devient... Moi, ma tête, c'était n'importe quoi. Enfin, je me dis, mais objectivement, sur le papier, c'était le mieux à faire. Fallait rester dans cette situation. Ça m'allait pas. J'y avais rien à faire, je me sentais pas à ma place dans tout ça, quoi.
Donc cette situation, tu parles de dans mon ex du coup. Ok. Voilà. Donc pendant pendant 1 an et demi, vous êtes restés potes. Oui, enfin, on était potes, bons potes, hein. Disons qu'il y avait que moi qui le savais pas, on va dire qu'on était ensemble, mais on était très, très, très bons potes, voilà. Très, très bons potes. Ok, qu'est-ce qui a changé? C'est que je lui ai dit que je l'aimais, c'est tout. Un jour. C'est bon, j'ai osé, c'est cool. Je l'ai dit. Derrière, j'étais pas bien, tu sais, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais et tout, mais même j'étais même là dans ma tête, je me dis bah là, enfin mec, c'est évident à un moment, enfin arrête de voilà. Et puis voilà, c'est tout. Mais ça a été là tout ça, je donne toute la partie sympathique, mais ça a été hyper conflictuel notre relation, au point où je disais pendant très longtemps qu'on était le pire couple d'Europe. Mais vraiment, c'était ah ouais non vraiment, c'était un délire parce qu'il y a eu plein de choses. Mais je te laisse lancer les sujets. Bah, il faut que tu me dises en quoi c'était conflictuel. Bah, comme je disais. Est-ce que c'était conflictuel dès le début? Ou est-ce que c'est à partir du moment où vous avez décidé d'être ensemble? Ce qui était conflictuel, en fait, au début, c'était mon incapacité, justement, de lui dire que je l'aimais. Ça la mettait dans une position où elle savait pas sur quel pied danser, où elle se sentait mal aimée, du coup. Ça, c'était compliqué. Et moi, je pouvais pas, donc j'étais dans une ambivalence à lui dire oui, mais non, mais je disais, je sais pas, je sais pas. À cause de la peur de l'engagement. Et ouais, et quelque part, si elle est borderline aussi et que ça se vérifie, bah, elle est dans un gros rejet, en fait, globalement. Bah ouais. Et donc, c'était pas facile pour elle du tout. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que de nous deux, comme je disais, je suis le plus, j'ai du mal avec l'engagement, même encore aujourd'hui, parfois. J'ai du mal à m'engager des fois sur certaines choses, enfin bref. Et Lise a combattu ce truc-là d'une manière exceptionnelle. En fait, quand j'ai des doutes, comme ça arrive tous les 6 mois globalement, quand je vais avoir des doutes sur notre relation, ce genre de truc, je vais arriver avec un grand sourire, je vais lui faire... Pour moi, c'est la fin du monde. Je dis, t'en penses quoi de notre couple? Moi, clairement, là, j'ai l'impression que... mais pourquoi tu dis ça? Ben j'ai l'impression que voilà, que c'est là on partage pas ensemble et tout. Ah mais tu nous fais ta phase de doute là. Ah mais d'accord, il fallait le dire. Donc là déjà ça fait rire, parce que pour moi c'est la fin du monde, pour elle c'est juste un samedi comme les autres globalement. Et en fait ce qu'elle me dit à chaque fois, qui me rassure enfin c'est même pas que ça me rassure, c'est que ça fait que je reste globalement depuis tout ce temps. C'est qu'elle me dit mais Pierre, je sais pas méchant du tout, la porte, tu le sais, elle est ouverte, si tu veux partir, pars. Bah, ça c'est... Et du coup, je vais rester un peu alors encore. C'est juste ça. Et c'est incroyable, hein. Mais cette liberté qu'elle me donne, me permet juste de me sentir, ok, j'ai envie de rester en fait, c'est tout, je me sens bien, voilà. C'est incroyable. Et du coup, elle combat cette peur que j'ai. C'est même pas un combat, pour elle c'est un samedi, hein, mais c'est vrai qu'à chaque fois, quand je doute comme ça, déjà j'ose pas en parler, parce qu'en général les gens le prennent pas bien, ce genre de truc, enfin, quoi, tu m'aimes plus, machin, je sais pas, non mais, si t'es pas bien, si quoi que ce soit, va-t'en, c'est pas grave, enfin, voilà, je t'ai toujours dit, t'es libre, tu fais ce que tu veux, et je suis pas du tout du genre à aller voir ailleurs, donc pour le coup, elle est pas inquiète à ce niveau-là. Et c'est vrai que j'ai tellement peu d'estime de moi en vrai que du coup ça c'est pas non. Et puis je suis très bien avec elle, donc c'est pas le souci. Mais c'est vrai que du coup c'est incroyable, je trouve. Quand elle me dit ce genre de truc là, mais la porte elle est ouverte, tu fais ce que tu veux quoi, t'es libre. Moi j'ai envie de rester moi quand on me dit ça, hein, c'est cool. Voilà. Mais vas-y, je t'en prie. Tu voulais dire un truc? Vas-y. Mais du coup, ça a été très conflictuel parce que ça a pas toujours été comme ça. Et qu'au début, on se comprenait pas. Il y avait des non-dits, il y avait pas de vérité de sa part. Elle cachait beaucoup ce qu'elle ressentait. Donc du coup, on pouvait pas communiquer. Et il y avait un truc qu'elle faisait, qu'elle ne fait plus du tout, mais qu'elle faisait, qui s'appelle le mutisme. Et oui, ça, je n'avais pas connu. Je ne savais pas ce que c'était. Tellement. Et moi, c'est simple. Comme je disais, j'aime bien comprendre. Tu veux me rendre fou? Fais ça, fais du mutisme. Le mutisme, c'est quand on arrête de parler. C'est horrible. C'est parce que moi j'ai plus de prise, je peux plus rien faire. Je suis dans une position de voulu en plus d'impuissance terrible. Et c'est tu peux rien faire pour améliorer le truc.
Obligée d'attendre. Et ça, c'est dur. Hein. Oh là là. Et elle le fait plus, parce qu'elle en a plus besoin, en fait, je pense. Ou peut-être que je suis moins chiant aussi, hein, c'est possible. Il doit y avoir de ça. C'est 50-50 en général. Et mais c'est vrai que du coup, c'était le mutisme, c'était compliqué. Il y a eu énormément d'éléments. J'ai pas envie de tout dire quand même parce que il y a eu des trucs vraiment. Tu partages ce que tu veux partager. Il y a eu des trucs abusés dans la relation, quoi, parce que c'était des. On était dans un truc où j'habitais encore à Paris à ce moment-là et je descendais pour venir la voir. Je faisais 4 heures de route, je repartais 5 jours plus tard, je me disais allez, encore 5 jours. Non mais on en était là, quoi. Et c'est quand même assez étonnant. J'arrivais, j'avais une boule au ventre pas possible. Je repartais, j'étais libre comme l'air. Et en même temps, j'aimais beaucoup cette ambiance. J'aimais beaucoup dessiner parce que du coup, on était sortis d'hospitalisation, machin. Voilà. Et je me sentais pas vivre sans cette personne. Et il s'est passé quelque chose. C'est que Lise, ce qu'il faut savoir, c'est que elle est stérile normalement. Elle pouvait pas avoir d'enfant. Et du coup, malgré ça, elle gardait quand même, elle est un peu plus âgée que moi. Elle a 37 ans aujourd'hui. Et elle se disait, voilà, je vieillis, j'aimerais avoir des enfants, au moins essayer, faire un parcours de PMA. Elle avait quand même fait tout ça, mais il a bien vu que ça marchait pas, le mec, il s'était barré, son ex. Et donc, stérile, ok. Ce qui fait que pendant 1 an, à peu près, ou un peu plus, on a flirté, on a fait tout ce qu'il fallait, globalement, sans protection ni rien, pas de problème, quoi. Mais souvent, elle revenait à la charge en me disant ouais, est-ce que tu voudrais toi faire des enfants, machin et tout. Je disais on verra. Mais ça c'est pas une réponse convenable pour une femme pour le coup. Et donc ça partait en capharnaüm tout le temps. Enfin c'était incroyable. Jusqu'au jour où elle est arrivée, où elle m'a dit écoute, j'ai fait mon deuil. Pendant 1 an, je veux qu'on profite de notre relation, etc. Je t'emmerderai plus avec ça et voilà, dans 1 an, on en reparle et on voit ce qu'on fait à ce moment-là. 2 semaines plus tard, elle était enceinte. Vraiment, c'est parce que voilà, endométriose, machin, beaucoup de femmes sont dans ce cas-là. En tout cas, c'est votre histoire. C'est un truc de fou. Alors, ouais, faut pas que je fasse de généralité, on est d'accord, mais pour l'avoir vue, incroyable. Du jour au lendemain, je te jure, elle est passée de voilà, stérile, on s'est jamais protégé, rien du tout, à bam. Terminé, quoi. Mais en tout cas, c'est une expérience, ne serait-ce que pour ça, c'était un miracle, hein. Honnêtement, il y avait aucune chance que ça puisse bien se passer. La petite est née. Moi, honnêtement, ça a été avant qu'elle naisse, c'était horrible. C'était pas prévu, rien n'était prévu. Notre couple, il y avait rien qui marchait, on s'entendait pas. Enfin, c'était horrible, vraiment, parce que je me disais mais là, j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie, au point où pendant 3 mois en fait on s'est mis sur la tronche mais si fort, enfin c'est au point où on s'est rendu les affaires, etc. Enfin compliqué. Et moi j'étais partagé dans une optique. Elle ne voulait pas comprendre ma situation. En fait c'était ça le vrai problème. C'est que elle me disait oui tu me laisses toute seule machin, etc. À affronter tout ça. T'es un salaud et tout. Je disais mais j'ai rien demandé non plus en fait. Là c'était pas du tout prévu. J'ai le sentiment d'être piégé au final et de moi qui ai peur de l'engagement là, alors on peut pas faire mieux là. Et donc pour moi je voyais ça comme 2 possibilités d'avenir. C'était soit je laisse mes enfants être élevés par quelqu'un d'autre, enfin mon enfant. Ça me tordait un peu, j'étais pas bien. Soit j'assume une décision que j'ai pas voulu. Et en fait, ça s'est passé. La 3e solution que je n'avais pas vue à l'époque, c'est j'accepte et ça se passe très bien. Mais bon. Voilà. Et toujours est-il que à ce moment-là, il y a eu un moment où je me suis dit ok, et elle ne voulait pas, elle était obtuse, elle voulait pas comprendre ma position. C'était vraiment elle, etc. Au point où un jour je l'ai eu au téléphone, pareil 3 mois à peu près. Puis elle me dit, elle m'en met plein la tronche comme d'habitude. Et puis je lui dis écoute, bon tu veux quoi en fait, qu'est-ce que tu veux? Et puis elle m'a répondu mot pour mot, je voudrais quelqu'un qui soit présent, qui soit là, qui m'épaule, qui m'aide dans toutes ces démarches compliquées, qui puisse prendre soin de moi. Puis je lui ai répondu, là j'ai eu un éclair de génie ce jour-là. Je lui ai répondu en fait ça pourrait être n'importe qui. Au fond, c'est n'importe qui pourrait faire ça en fait pour toi. Tant que ce sera pas moi, je m'investirai pas là-dedans. En gros, je lui ai répondu ça et j'avais raccroché. Et après ça, on s'est revus pour se donner les affaires.
On s'est retrouvés au bar à discuter et elle m'a dit écoute, c'est vrai que j'ai réfléchi et j'ai vu que ta position effectivement elle est pas facile non plus. J'étais beaucoup centré sur moi et machin. Je fais bah voilà, c'est tout, j'ai tout ce que je voulais entendre. Il y a pas besoin de plus que ça. Et à partir de là, on a fini à l'hôtel et ça c'est pendant une semaine et c'était différent. Voilà, ça s'est rabiboché de cette manière. C'était très bien. Mais non, ça a été un pas en fait qui nous a unis ce truc-là, c'est vrai, et qui a permis de se comprendre. Et qui, elle, lui a permis aussi de pouvoir plus dire les choses et entendre aussi, écouter. Par moments, elle avait du mal à écouter. Et donc la communication, en fait, se mettait en place petit à petit, j'ai l'impression, en parlant là. Je me dis, oui, petit à petit, ça se mettait en place. J'étais pas du tout... Enfin, comment dire, je me sentais pas prêt à assumer ce rôle-là. J'étais jeune, enfin, j'avais 27 ans, mais je me sentais pas prêt, du tout. Du tout. Et en plus de ça, en tant que borderline, pour le coup, je le ressentais au fond de moi que s'il avait déjà fallu que je prenne la décision, moi, d'avoir un enfant, je ne l'aurais jamais prise. Parce que je ne m'en serais jamais senti capable. Donc c'est aussi une très bonne chose que la vie m'ait pas laissé le choix. Voilà, c'est là où je voulais en venir à la fin. Elle m'a pas laissé le choix, elle m'a dit tu fais, tu te tais, puis point. Mais si j'avais dû prendre la décision par moi-même, j'en aurais pas eu. Parce que j'aurais jamais eu la confiance en moi nécessaire à faire des enfants. C'est clair. Et ou à prendre ce risque-là, de les rendre malheureux, enfin, de serait-ce que de pouvoir gérer un minimum, enfin bref. Et du coup, pendant 7 mois qui ont passé, évidemment, la grossesse s'est passée, elle a été complexe par moments, ça a été, mais pour elle surtout, enfin là, c'était même pas entre nous, c'était vraiment pour elle, c'était une grossesse compliquée. Et puis en fait, c'est arrivé jusqu'au terme, la petite est née, on l'a appelée Mila. Ça m'a fait grandir d'une force, ça. Oh, avoir des enfants, c'est d'un seul coup, on passe du mes parents ont pas forcément fait ce qu'il fallait, c'est vraiment là-dessus ils ont pas géré, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Point. Genre vraiment, c'est d'un coup là, tu renverses tout se comprend différemment. Tu te vois dire non, reviens, viens mettre ton écharpe, tu vas attraper froid. Ce truc que t'as entendu 1000 fois. Mais en fait, t'entendais pas le discours derrière. Fallait entendre la suite. C'était pas tellement pour prendre soin de toi, c'était l'idée de, viens mettre ton écharpe, sinon tu vas prendre froid, et puis après je vais devoir m'occuper de toi pendant des semaines, et ça doit... En fait, c'est ça tout le discours derrière. Il y a vraiment un truc où, après je suis très franc, hein, sur vraiment les enfants, etc. J'aime bien dire ce que les gens pensent en vrai et n'osent pas forcer tous ces tabous en fait qui disent que oui des fois on en a marre et juste ils bouffent énormément de temps et on est très comment dire, ça peut être très envahissant parfois d'élever des enfants, extrêmement envahissant, et à d'autres fois c'est génial, etc. Mais il y a des moments où faut réussir à... Et du coup il y a plein de petites phrases entre parents, on les connaît en fait, mais des petites choses du ton écharpe machin, ça c'est tout ce que t'as entendu qui d'un seul coup se retrouve complètement inversé en mode en fait ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais vraiment c'est dur d'élever des enfants. Et donc du coup dans toute la démarche qu'ils ont eue et dans tout ce qu'on a pu leur reprocher, essayer de retrouver les éléments qui ont fait que j'ai été et en fait ils ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes globalement avec ce qu'ils avaient. Je vais échouer quoi qu'il arrive aussi. Le but c'est de faire en sorte que ma plante elle ait le plus d'eau et le plus de lumière possible. Mais fatalement, j'ai manqué d'eau. Je vais peut-être lui donner trop d'eau, du coup. Et c'est quelque chose qui se reproduit de père en fils, au final. Je sais pas si je suis très clair, là. Moi, je te trouve très clair. Bon, du coup, je vois un peu ça comme ça, c'est vrai. Une espèce de plante. Une plante dans laquelle, moi, j'ai manqué, on va dire, d'amour, d'eau. J'ai manqué d'eau. Du coup, je vais peut-être en donner trop. Et elle, à l'inverse, aura manqué de soleil. Enfin, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc le but, c'est à mes yeux d'essayer de réfléchir avec tout ce que j'ai appris de la psychologie humaine de manière parfaitement autodidacte, de ce que j'en ai compris avec mon expérience, essayer de voir ces schémas chez ma fille, essayer de les détruire, essayer de juste comprendre que, ok, c'est pas juste elle est embêtante parce qu'il y a ça. En fait, elle est embêtante là tout de suite parce que il y a cet élément-là qui fait qu'elle se sent pas en sécurité. Ok, d'accord. Maintenant, du coup, j'axe le truc comme si, parce que ça peut aller très vite de dire, ok, là, elle est embêtante. Point. Un enfant, c'est embêtant. Hein. Par moments, c'est très embêtant. Et si tu te fixes juste à ça, des fois, tu peux vraiment passer à côté de monstres, du coup. De monstres qui viennent ronger leur estime d'eux-mêmes et de gros problèmes à venir. Et c'est vraiment ça, je suis pas très inquiet comme mec. Donc, concernant les enfants ou quoi, je suis pas inquiet.
Juste, je vois faire. Mais dès que je remarque un petit système comme ça de mésestime de soi, de perte de confiance ou n'importe quoi, je suis en mode quoi. Viens me dire, là, viens parler à papa, ça va bien se passer. Je vais te rebooster, moi. Au point où ma fille, aujourd'hui, n'a peur de rien, malheureusement. C'est-à-dire? Je lui ai donné trop de soleil, enfin trop d'eau. Ce qui fait que j'avais qu'une trouille, c'est qu'elle soit comme moi. C'est-à-dire qu'elle ait peur d'aller voir les autres, qu'elle ait peur de pas être capable de faire, qu'elle ait peur. Point. Et aujourd'hui, elle a peur de rien, presque, où ça en devient dangereux globalement, tellement elle sait, il va y avoir la mer ravagée, enfin là par exemple, bon exemple, elle est avec ma mère là, tout de suite. Ma mère qui l'a amenée à la mer. Et elle est froide, l'eau. Bah qui sait qu'il y a dans l'eau là? Bah il y a ma fille qui est en train de barboter toute seule dans l'eau. Voilà, c'est Mila, elle a peur de rien du coup. Donc je suis confronté à des choses que je n'ai jamais connues, j'ai jamais été comme ça, mes parents étaient pas comme ça, enfin et c'est fou à quel point des fois ils peuvent te ressembler. Et dans ce que tu détestes de toi aussi des fois, hein, ils peuvent te ressembler. Moi ma fille, elle est complètement rebelle de fou. Enfin je sais pas comment, c'est pas rebelle le terme. Elle est, dans la vie, j'ai un défaut qui peut être aussi une qualité, c'est que même si ça va me causer des problèmes, je vais y aller. Ouais. Je dirais genre obstiné, mais ce serait peut-être pas le mot. Je sais pas, c'est que tu sais que là tu vas avoir des problèmes à faire ça parce que mais c'est injuste ce qui est en train de se passer. Je veux pas laisser passer ça. C'est voilà, et c'est même si je vais souffrir, je sais que ça va, mais je dois y aller. C'est plus fort que moi. Et elle est comme ça aussi, et des fois c'est juste affreux parce que t'es là, va ranger ta chambre, non je veux pas, va ranger ta chambre, mais tu as dit que, non va ranger ta chambre, et t'es là putain, mais elle est pareille, même si ça va lui faire du mal sur le long terme, qu'elle va être privée de quelque chose, non, elle ira jusqu'au bout de son envie, et donc tu vois ça, et t'es partagé entre une certaine fierté quelque part, et en même temps tu te dis, mais je devais être horrible, moi aussi c'est pas possible. La vie c'est, des fois, c'est pas un hasard. Je pense que quand il y a des choses quelconques qui se passent, il y a quelque chose à en apprendre. Ça peut paraître un peu cliché. C'est comme la peinture. À un moment, je vais essayer de l'expliquer comme ça. À un moment dans la peinture, je me suis dit que c'était peut-être pas fait pour moi. Parce que moi, j'aime bien faire les choses rapidement, en général. Et puis, ça m'embête de prendre soin des trucs, machin, de les passer sous l'eau. Tout ça, c'est long, c'est chiant. J'aime bien prendre un stylo et puis y aller, quoi. Et un jour, je me suis dit, j'en avais conclu que c'était peut-être pas pour moi la peinture. Et un jour, je me suis dit peut-être que c'est l'inverse. Peut-être qu'elle a quelque chose à m'apprendre justement à prendre soin des affaires, prendre soin de l'environnement, essayer de faire en sorte de produire quelque chose et d'apprendre que en prenant soin de mon espace, justement, j'arriverai à faire quelque chose de mieux. Peut-être qu'elle essaie de m'apprendre quelque chose au lieu de croire que c'est pas fait pour moi au fond. Voilà. Et c'est ça aussi les enfants du coup. Et partout. Comment ça va aujourd'hui dans ton couple? Ça va bien. Depuis la naissance de ta fille. Ça a été infernal partenaire. pendant 1 an parce que ma compagne a fait une dépression postpartum. C'était super. Ça a duré 1 an aux 2 grossesses. Après les 2 grossesses, elle a fait 1 an comme ça. En fait, c'est bizarre. J'ai fait 2 enfants parce que il manquait quelqu'un. C'est super bizarre. Je ressentais, quand on était ensemble, tout ça, je ressentais qu'il manquait quelqu'un. Et il y a un autre truc aussi qui m'a fait vouloir... Enfin, c'est pas vraiment moi, globalement, j'en reparlerai après, mais bref. Il y a un deuxième truc, c'est que j'ai vu le regard de solitude de ma fille. Et là, il a fait écho au mien. Je suis fils unique, en fait, à la base. Alors, j'ai 2 frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs, que je voyais très très peu. Et donc, j'étais plutôt fils unique. Et ce regard de solitude, j'ai pas pu le soutenir, pour le coup. Et je voulais pas de ça pour elle. Ouais. Ça s'est juste fait comme ça. Il y avait rien de prévu, hein, globalement. Ça s'est juste fait. Ouais, ok, allez, let's go. Non, en vrai, par contre, c'était une très bonne chose. Sur le coup, c'était une sacrée épreuve, mais c'est aujourd'hui, c'est juste incroyable. C'est une super belle chose. Enfin, vraiment. Et comme je le disais, si de moi-même il avait fallu que je prenne la décision, que ce soit la première ou même la deuxième, je ne l'aurais pas fait en fait. J'aurais pas eu le cran, enfin même pas une question de cran, mais la confiance en fait de pouvoir croire que je pouvais faire ça. Et il y a eu un élément qui s'est passé quand elle est née, la première, c'est que j'ai arrêté de fumer aussi. Parce que je savais que ma mère avait repris la cigarette quand mon père avait
quand j'étais né, tout simplement parce que mon père fumait encore. Je m'étais dit, pour éviter que ma compagne reprenne, je vais tout simplement arrêter aussi. Voilà. Et c'est un truc, en fait, j'en parle pas pour rien, parce qu'il s'est passé quelque chose quand elle est née, ma fille. Je n'avais plus le besoin extrême urgence, on va dire, de fumer. C'est super bizarre. Du jour au lendemain, j'avais plus ce besoin. Il y avait, j'étais gros fumeur, j'adorais ça, c'était vraiment incroyable. Mais j'avais plus besoin les soirs d'avoir un paquet de clopes forcément à porter. J'avais plus besoin voilà, j'avais plus cette peur de ne plus en avoir, et je fumais même moins. Je les finissais pas forcément. Enfin, et c'était pas le fait d'avoir un enfant spécialement, c'était surtout, je pense, le fait d'être père. D'un seul coup, je fumais, je pense, dans une idée de me sentir plus homme, en fait, tout simplement, en lien avec le fait que je pleurais beaucoup, que je me sentais trop féminin quelque part, et je pense que ça venait combler cette part de moi assez qui manquait certainement de virilité par rapport aux autres, j'en sais rien, enfin bref. Et à partir du moment où elle est née, bah c'était acté. Là, je peux pas être autre chose qu'un homme. Là, c'est un moment. Et je pense que directement, ça m'a donné dans l'envie déjà même pas dans l'envie, ça se fait très directement, juste de réduire et puis de faire ce qu'il fallait après pour arrêter. J'ai rencontré quelqu'un dans Paris qui m'a permis d'arrêter en une séance. C'était incroyable. Et puis voilà. Mais c'est le changement qui s'est opéré à la naissance de cet enfant. Ça a permis de souder aussi notre couple. Là où beaucoup peuvent c'est vrai, s'écarter, mais on a toujours eu comment dire, l'approche de pouvoir communiquer et de pouvoir être d'accord sur nos manières de gérer. C'est quand même pas rien. On se ressemble énormément, en fait, quoi. Enfin, donc à partir de là, on a les mêmes goûts, on a les mêmes, voilà, quoi. Y a pas plus à dire. Donc sur le court terme, c'était horrible. Vraiment, elle a été affreuse, et moi aussi. Sur le long terme, en fait, on a construit un truc qui juste tient vachement bien, en fait. C'est dingue de se le dire, mais ça tient. Elle se pensait maudite, moi aussi. On pensait que juste quoi qu'on fasse dans notre vie, dès qu'on touche un truc, ça disparaît et ça meurt. Et en fait, ça se passe bien depuis qu'on a compris certaines choses, qu'on a réussi à apprendre à s'aimer l'un au travers de l'autre aussi. S'aimer soi-même et aimer l'autre. Et on résiste à l'envahisseur que sont nos deux enfants. On résiste. On est soudés. Ah non, il faut être costaud, hein. Franchement, pour deux enfants, je veux dire le couple, hein, faut un seuil. C'est là aussi où je voulais en venir. Dernière chose, avoir des enfants, à mes yeux, ça m'a permis aussi de mieux comprendre le couple de mes parents. Et du coup, fatalement, mieux comprendre comment moi j'ai vécu, qu'est-ce qui s'est passé entre eux, en fait. D'un seul coup, à la naissance d'un enfant, à la naissance de ma petite, enfin de Mila, du coup, il y avait vraiment ce passage où il y a eu un élément où je me suis rendu compte du pourquoi mon père avait été comme ça avec moi. Ok. Et d'un seul coup, j'ai tout compris. J'ai fondu en larmes, j'ai tout compris. Et ma compagne a répondu d'une certaine manière. Je sais que ma mère n'aurait pas répondu comme ça. Et c'est ce qui a amené, en fait, à autant de problèmes et de manque de communication derrière et une incompréhension latente, au final, qui amène à du borderline, au fond. Entre autres. Mais, ouais. Ça m'a permis de comprendre en profondeur ce qui s'était passé, au fond, dans ce terreau-là. Dans ouais. Comment j'en suis arrivé là. Qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre couple aujourd'hui qui font, je sais pas, que ça se passe bien? Aujourd'hui, il n'y a plus de règles comme j'avais. Elles ont plus lieu d'être, globalement. Pour la plupart, les règles donc du pacte de vérité, du pacte du tu gueules pas, du pacte de t'insulte pas la concernant, enfin tout ça, ça n'a plus lieu. Non, peut-être l'insulte pas, à la limite peut-être qu'il faudrait de temps en temps. Mais non, en vrai, il y a plus besoin de pacte. Ce qui s'est passé, j'ai l'impression, c'est que moi j'étais à un stade de vie où j'avais compris déjà quelques petites choses sur le fait de dire ce qu'on pense, le fait de parler de manière à être compris, sur le fait que souvent quand quelqu'un qui a un problème dans une relation, ça vient souvent des deux, en vrai, qu'il y a souvent quelque chose qu'on peut aussi trouver dans son comportement qui amène l'autre parfois à être d'une certaine manière, qu'il y a un genre de 50-50 qui peut s'installer. Elle était plus en retrait déjà par rapport à tout ça. Donc en fait, elle a, à mon contact,
repris en fait ce retard sur toutes ces manières de penser. Et là où au début on avait des pactes pour justement essayer de canaliser les différends qu'on pouvait avoir sur cette différence d'estime de soi et d'avancer en fait dans nos maladies respectives, aujourd'hui ça a moins lieu d'être parce que ça a atteint un certain équilibre en quelque sorte. Les deux se sont un peu contrebalancés et on a des mécanismes assez naturels qui se mettent en place pour pouvoir contrebalancer et mon côté de besoin de liberté qui va se prononcer parfois et son côté de pétage de plomb de j'ai pas envie d'être une mère au foyer qui passe son temps à faire la vaisselle globalement et en fait le vrai problème dans tout ça c'est que c'était pas forcément dit. Et vu que c'était pas dit, tu restes avec ça, t'as vraiment une frustration qui se crée, et derrière, ça va sortir d'une manière extrêmement violente, qui est parfois même pas en lien avec ce qui est la réalité du problème, et du coup, ça faisait du conflictuel. Aujourd'hui, le simple fait qu'elle arrive à mieux dire les choses, on n'a plus besoin du pacte de vérité, parce qu'elle les dit, à partir de là, je la rassure, et à partir de là, ça crée quelque chose qui est beaucoup plus fort, et où on se rejoint. C'est tout. Le simple fait de pouvoir au moins communiquer sans bride, on va dire, de manque je sais pas comment on se fait plus confiance quoi, tout simplement, je crois. Il y a aussi ça, on pense moins notamment aussi dans son cas elle, on pense moins à ce que devrait être un couple, à ce qu'elle devrait être en tant que mère, parce que ça c'est un vecteur de stress terrible pour elle notamment, mais juste à ce qu'on est. On est comme ça. Moi, des fois, je lui dis que je suis dépassé, que je suis envahi, ou alors que je suis un ver de terre. Du coup, elle sait plus ou moins comment réagir. Elle, des fois, elle va se mettre dans des situations terribles. Mais tu sais même pas pourquoi elle fait ça. Mais pourquoi t'as fait ça? Et puis, je suis là et je soutiens et puis ça marche bien. Enfin, c'est devenu naturel en fait. Donc aujourd'hui, on s'est juste peut-être bien trouvé, quoi, tout simplement. Je ressens beaucoup moins d'impact négatif de cette maladie qu'est le borderline parce que j'ai cette possibilité, j'ai l'art en fait qui me permet aussi de me retrouver mon identité comme toi tu vas avoir les voyages globalement. T'as cette possibilité de je t'ai incriminé direct. Allez. Non mais tu prends. Je sais que je vais malmener mon estime de moi à chaque fois que je vais remettre en question l'idée que je sais faire quelque chose. À chaque fois. Parce que je vais partir du principe que je sais pas faire, vu que je suis borderline. Mais, je sais aussi, à la manière d'un sportif qui va soulever des poids, qui va se faire du mal, du coup, sur le court terme, que sur le long terme, il aura renforcé son corps. Et à chaque fois, c'est ce qui se passe. À chaque fois, oui, sur le court terme, je vais souffrir, mais sur le long terme, je serai fier de moi. Je vais prendre une seconde parce que ça, c'est important. Je vis un petit peu comme quand je parlais du fait d'être envahi. C'est un étau, voilà, c'est ça. Il va y avoir un étau de cet envahissement qui vient me ramener toutes ces choses négatives en permanence. Quand je fais une création, il s'écarte. Vraiment énormément. Et là, je rechoppe en fait l'essence de ce que je suis sans ces lunettes un peu opaques qui viennent m'obscurcir la vue en quelque sorte. Et le problème, c'est que dans le temps, il revient l'étau. Et je suis obligé d'en refaire une, sinon hop, et voilà. Et finalement, je pourrais repartir sur du trouble en panique ou des choses comme ça. Si je me laissais aller à cette négativité au fond. Ça me permet juste de pouvoir reprendre conscience que je suis unique, je fais des choses qui sont celles que je sais faire, et qu'il n'y a pas meilleur ou moins bon que soi au final, quoi. Juste parce que c'est unique. Est-ce que dans tout ça, parce que finalement on n'a pas trop pu parler de ton parcours thérapeutique, et là malheureusement on arrive sur la fin de ce podcast. Vas-y, on va speedrunner, t'inquiète. Donc je sais pas si on aura trop le temps, mais vas-y. Est-ce que dans tout ça t'as quand même pu faire des thérapies adaptées pour le trouble de personnalité borderline? Ah oui, j'ai fait la TCD, c'était thérapie dialectique. Ouais, j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure, peut-être un peu brièvement, mais j'ai fait la TCD pendant donc à partir du moment où j'ai été diagnostiqué. J'avais eu une prise en charge d'un psychiatre adapté qui est vraiment reconnu pour le borderline pour le coup et pour l'apport qu'il a vis-à-vis de ça. Et j'avais une psychologue pour la TCD. Et donc j'ai eu ça à partir de ma dernière hospitalisation jusqu'à il y a 6 mois du coup. Ouais. Donc ça a été vraiment extrêmement Et ça a été vraiment donc le psychiatre j'ai arrêté plus tôt. J'avais ma prescription, ça allait, j'ai baissé conjoint avec lui par contre, j'ai baissé les médicaments que je pouvais avoir parce que j'en avais encore certains de l'hôpital qui étaient assez forts.
Mais voilà, ça a baissé petit à petit, très progressivement, et puis voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des traitements médicaux? Il m'en reste un. J'ai un antidépresseur. J'ai pas envie de... Voilà, je pourrais tenter, mais j'ai pas... Non. Là, je suis bien. Là, il est bien, c'est bien. Je trouve que c'est hyper important d'être à l'écoute de soi là-dessus. C'est surtout, je ne faisais jamais de choix par moi-même, d'arrêt ou de quoi que ce soit. C'est quand j'ai réduit des médicaments ou quoi, parce que j'ai fait cette erreur, mais beaucoup plus tôt. J'avais 17 ans. De faire un peu à ma sauce par moi-même. Et en fait, quand oui, voilà, à chaque fois que je devais baisser un médicament, etc., je disais comment est-ce qu'on se procède, j'aimerais peut-être essayer, est-ce que vous pensez que j'en suis capable? Ouais, ok, on y va. Vraiment encadrer le truc, parce que ça me faisait peur, mais comme pas permis. Et c'est vrai que là, je vois pas de mal à continuer celui-là, et j'ai pas non plus... Ouais, je ressens pas de comme avec les benzodiazépines par exemple, où ça peut être handicapant sur certaines choses. Là, bon, c'est un traitement de fond. Je trouve que c'est bien. Je pense que ça serait un peu pas utile quoi de changer. Donc j'aime bien comme ça, c'est cool. Okay. En roue, ça va bien. Bon, merci pour ton partage d'expérience. Ça fait déjà 2 heures. Ça passe vite, hein, t'as vu? De fou. Ça passe vite. De fou. Ça veut dire qu'on a une conversation hyper intense, hyper riche. Clairement, t'as donné énormément de matière sur plein de trucs, que ce soit sur la paternité, le couple, le parcours psy, le trouble de perso borderline, ton enfance aussi qu'on a un peu... Enfin voilà. Donc, hyper riche. Comment tu t'es senti durant cet échange? Très très bien, je te remercie vraiment de ce que tu fais en fait, hein, dans le borderline, tout ça, parce que c'est sincère, parce qu'en vrai il y a pas grand chose qui est mis en avant sur cette maladie, qui sensibilise. Je voulais juste parler, voir si je pouvais apporter un peu ma pierre à l'édifice. Tu as apporté ta pierre à l'édifice. Et franchement, c'est un réel plaisir, vraiment. C'est vrai. Ah, les 4 heures, ça, tout va bien. On les a pas vus tant que ça, les 4 heures de route. Non, c'est un pur bonheur que de pouvoir juste essayer d'aider en fait, vraiment, parce que je pensais pas que je pourrais un jour me sortir de ça et juste sentir heureux, pouvoir dire qu'on vit bien et qu'on aime ce qu'on est. Ouais. Je sais que c'est chaud hein, quand même, genre quand, c'est surréaliste, voilà, c'est ça. Ouais. Comme quand j'ai arrêté de fumer. Je fais juste cet aparté, mais quand j'ai arrêté de fumer, j'aimais tellement ça et je pensais tellement ça impossible que quand j'ai réussi à arrêter, je me suis dit, en fait, rien n'est impossible dans la vie. C'est un truc de fou. Ouais, voilà. Mais ça semblait impossible. D'être heureux, je crois que c'est surréaliste quand on est borderline. Et t'es heureux aujourd'hui? Hein? T'es heureux aujourd'hui? De fou, clairement, c'est un truc de baiser, je suis bien. Ah ouais, non, mais je vis la meilleure vie. Heureux, t'es un ouais, et puis j'ai compagnon heureux. De fou, on se comprend, enfin ça a pas été facile toujours, mais c'est solide quoi, c'est costaud la relation, hein, dis donc. C'est costaud et ça fait plaisir que de savoir que juste je sais pas, il y a un partage et c'est super agréable. Tu peux découvrir quelque chose, t'es pas forcément que sur toi, t'as aussi envie d'apporter à l'autre et l'autre a cette même envie et à partir de là, ça se tire vers le haut quoi. Ça c'est génial. Quant à l'art à côté, ça me permet d'exprimer tout ce qui me reste en fait, tout ce qui reste de ce vécu-là et de montrer un petit peu au travers du petit je sais pas si je t'ai jamais montré en fait ce que je faisais, je crois. On pourra illustrer même si tu veux. Je mettrai les liens si t'as un site internet en barre de description. Ce qui fait le lien avec tout ce que je disais là, tu vois, enfin tout ce qu'on s'est dit, c'est que dans chacune de mes créations, t'as un tout petit bonhomme qui s'appelle Note. Je m'appelle Notseg, il s'appelle Note. Il est perdu dans des mondes gigantesques, en général, qui ont pas vraiment de sens. Et le but, en gros, c'est un peu de le retrouver à chaque fois, un peu à la chercher Charlie, parce qu'il a tellement eu peur longtemps d'exister, on va dire, tellement eu peur de pas être ce qu'il faudrait, que du coup, il est tout petit dans un coin. Mais à chaque fois que je le dis aux gens, après, ils savent qu'il existe. Même s'il est tout petit, ils le cherchent et ils savent qu'il sera quelque part. Et juste ça, voilà, j'ai l'impression d'être un peu ça aujourd'hui. Juste, j'existe au moins. C'est déjà ça. Ok. De façon super concise. Ouais. Est-ce que t'as un message à faire passer aux personnes qui nous regardent ou aux personnes qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a, si tu veux que les gens retiennent un message, qu'est-ce que ce serait? N'oubliez jamais que vous êtes... Pardon. Juste ouais ça. N'oubliez jamais que vous êtes les seuls à savoir faire ce que vous faites. Juste ça. Ok.
Très beau message de fin. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Je sais que je t'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je te redis. Merci à toi. Franchement, c'est super cool. Je suis content de pouvoir participer et pouvoir, j'ai passé un super moment avec toi. Et non, ça va être trop bien. Et pour celles et ceux qui nous regardent sur YouTube, pensez à vous abonner et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Carrément. Et likez la vidéo, c'est hyper important. Voilà, et merci. Merci à toi. Au top. Franchement, ça passe super vite, bravo. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé et souviens-toi de t'abonner pour être averti des nouvelles sorties. Tu peux me suivre sur TikTok et Instagram sous le nom de Voyageuse au Naturel, tous les liens sont en description. Je t'envoie mes ondes les plus positives et on se retrouve très vite pour encore plus d'échanges inspirants.